Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Des bières et des frérots, l'émission où, accompagné de frérots ou de sœurs, on parle d'un sujet qui va rester le même pendant toute l'émission, mais qui, en fonction de notre état, évoluera. Aujourd'hui, comme toujours, on va boire à un rythme régulier des bonnes bières bien fraîches. La théorie est simple. Plus on boira, plus on sera sincère sur le sujet et apte à avoir des conversations profondes. Attention, on ne cherche pas à être ivre-mort. Seulement dans les premiers degrés de l'alcool. L'abus d'alcool, Flo, C'est pas bon pour la santé. c'est pas bon pour la santé, comme le dit le ministère régulièrement. Aujourd'hui, on parle des voyages. Nous voici donc réunis pour ce 7e épisode du podcast, pour lequel je suis accompagné de 3 personnes, dont 2 petits nouveaux et nouvelles. On va commencer avec Angèle, à ma droite. Alors Angèle, tu nous reviens d'un long voyage en Asie du Sud-Est, si je me trompe pas. C'est ça. Superbe, parfait. Donc on est dans le thème. Flo, toi, limite, tu reviens de l'aéroport, parce qu'il y a une semaine ou deux, t'es revenu du Japon pour un énième voyage au Japon. Exactement. Le Japon et Taïwan, évidemment. Voilà, donc ça, tu vas pouvoir nous en parler, etc. Et alors, le retour de l'enfant prodige, Victor. Et Victor, lui, il connaît un peu le voyage aussi. Il a déjà loué un Airbnb sur l'île d'Oléron, je crois. Ouais. Et ben écoutez, les amis, on est parti directement pour le tournage de Des bières et des frérots, l'émission numéro 7. Merci à tous et à toutes d'être là. Alors Lola, vous la connaissez, c'est la directrice artistique de l'émission, elle est là. Et elle nous amène la nouvelle bière qu'on va déguster dès maintenant, les amis. C'est une bière un peu maritime, parce qu'ici, on aime la mer. Des bières et des frérots. C'est une bière, alors, elle est faite à base de sel. Elle est bête, c'est une bière saline. Moi, j'en ai pas encore, Lola, si je peux me dire. Elle a été faite en Bretagne. Victor, toi, je crois que t'as un petit charme pour la Bretagne, je me trompe? Absolument, ouais. Ouais, tu connais bien. S'y a été. On la boit en l'honneur des voyages, les amis. Donc, à la vôtre, on trinque. C'est parti directement. À la vôtre. Au voyage. Oh la vache. Un président, je pense, un ministre en voyage. Ah ouais, ça sent la mer. C'est particulier de ouf. C'est particulier de... Mais vous avez vu, on sent vraiment le sel, par contre. Ouais. J'ai l'impression de boire la tasse, tu vois. Ah, mais les coins frérots, il suffit de rajouter un peu de soleil, on est au bord de la plage, là, Florent. Mais elle est bonne, en vrai. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, en vrai. Bon, alors, on est parti directement. Bon, il est temps de commencer l'émission, quand même, on va pas perdre de temps. Moi, j'aimerais que vous me donniez le pays le plus visité au monde, parce que là, on est dans les voyages. Toi, Flo, je te vois, t'as commencé à réfléchir. Est-ce que tu l'as en tête, le pays le plus visité au monde? Alors, la ville, déjà, c'est Paris. Donc, je dirais peut-être la France, du coup. Ok, très bonne théorie. Très, très bonne théorie. Toi, Angèle, c'est comment? Bah, alors moi aussi, j'aurais dit la France, mais je crois que c'est parce que c'est le pays où il y a plus de correspondances par avion. Et du coup, on les compte en mode c'est des visiteurs et c'est juste des gens qui stagnent à C'est une bonne anecdote, ça. Tu veux dire qu'en gros, il y a plein de gens qui s'arrêtent juste à Poissy ou... Ouais, c'est ça qui... Attends, ils ne restent pas dans la ville. Ouais, et on les compte comme des visiteurs. Excellente théorie qui semble confirmer ce que Flo disait aussi, donc vous êtes pas mal, là. Toi, Lucas, est-ce que tu vas être l'outsider ou tu vas un peu... Toi, en général, t'es à contre-courant. Bien sûr. J'en ai aucune idée. D'accord. C'est pas la France, ou j'aurais dit la France, mais bon, je veux dire le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, je suis désolé de vous le dire, les amis, c'était pas ça. C'est l'Espagne. Et ouais, pas loin. C'est un petit pied de... L'Espagne. C'est un petit inter. Vive l'Espagne, Victor, merci de le dire. 77 millions d'invités. D'invités. Ah bah putain. 77 millions de personnes qui visitent l'Espagne chaque année. Vous imaginez 77 millions? C'est comme si toute la France, voire plus, allait... Et combien d'anglais à Ibiza? Oh là là, bah oui, en fait, voilà. C'est parce qu'ils sont épuisants. Bah oui, t'as raison. Bon, moi, j'ai une question à vous poser. Victor, C'est moi. s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en exclusivité qu'on est et les frérots, le premier voyage de... La sortie de mon prochain EP, peut-être? Ouais, ça arrive lourd, je crois. Tu allais nous en parler. Qui est enfant de la rue, ouais. Non, quel a été le premier voyage de ta vie, Victor? Tu peux nous en parler un petit peu? Oh là. C'était quoi le premier voyage de... Ça, c'est un peu relou parce que j'avais envoyé les questions. J'ai une mémoire qui est très courte, en fait. Ah, ça. Ok. Je pense que le premier voyage de ma vie, vrai voyage, ça devait être au Pays Basque avec mes parents. Ah, Et jusqu'à assez récemment, je pense il y a 5 ans en tout cas, j'étais persuadé qu'on n'était pas allé au Pays Basque, mais aux Pays-Bas. Non, mais pas en mode parce que c'était les Pays-Bas ou je sais pas quoi. C'est juste que je... t'avais le terme Pays-Bas, c'est ça que j'ai souvent confondu. Alors qu'il n'y a aucune raison qu'on soit allé aux Pays-Bas avec les darons. Bah si, Bien sûr. ouais, avec les darons prime. D'accord, ok. Donc, les Pays-Bas, Victor, pour Ouais, du coup, ouais. fumer un max à 3 ans. Ok. Avec les billes darons en plus en légende, peut-être. J'espère qu'ils regardent pas l'émission. Alors toi, Angèle, ça a été quoi le premier voyage de ta vie? Bah alors ça dépend ce que tu entends par voyage. Si voyage, c'est genre aller en dehors de la France, je dirais que c'était
la Grèce quand j'avais 20 ans, un truc comme ça. Ok. Mais sinon, après, je suis partie en vacances avec mes parents aussi, mais enfin, c'est pas. Tu vois, le Victor, au final, il nous a eu à contre-courant parce qu'il a 18 Pays Basques, qui est en France. C'est quoi? Régale-nous avec la France. Comme ça rend un truc un peu accessible aussi. Donc, qu'est-ce que t'as en tête un peu? Alors, j'ai de la chance avec mes parents. En vrai, on a fait pas mal de villes en France. La première, je pense que ça devait être dans le sud, un truc comme ça, tu vois, genre Perpignan, un truc comme ça. Bord de la mer, Ouais, voilà, pas. pieds dans l'eau. Quartier Saint-Jacques. Ok, trop bien, ok. Donc, un peu pas mal dans la France quand même. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on va en reparler à la fin de l'émission dans les recommandations culturelles. Mais c'est trop sur le voyage en France, en vrai. On a plein de choses à voir. Et des champs. On a plein de choses à voir. Ouais. On n'est pas à plein. Toi, Flo, d'ailleurs, je t'entends parler. Moi. Ton premier voyage, mon Flo. Alors, j'ai fait l'appel à un ami juste avant l'émission. J'ai appelé ma maman qui m'a dit quel voyage j'avais pu faire quand j'étais tout petit. En fait, moi, c'était la navette Pau-Paris. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Paris, mais j'ai toujours vécu à Pau. Donc, j'ai pris l'avion dès mes 15 premiers jours. Putain, c'est Vers Pau-Paris. Ouais. En avion. Et je faisais Pau-Paris très régulièrement. Putain, c'est ouf. Et t'as eu peur de l'avion? Bah, je m'en rappelle pas. À 15 jours, un jour. Ok, ça se tient. Et t'es né à Sevran, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, ok. Paris 15. Bon, ok. Alors ça, c'est un premier voyage, mais un voyage dont tu te souviens à peu près. Est-ce que t'en as un, genre, en France ou ailleurs, hein? Donc, du coup, j'ai posé la deuxième question. Ouais. C'était le voyage à l'étranger, le premier voyage. Et en fait, c'était au Maroc, du coup. Ok. Je vais avoir 5-6 ans. Ok. Et c'était... Moi, le souvenir que j'en ai, c'était le soleil, le mini-club, Putain. les activités, etc. Mais t'as dû te régaler en plus, parce que toi, mon Flo, on peut en parler, je pense. Ta daronne, elle est hôtesse de terre. Exactement, hôtesse au sol. Hôtesse au sol. Retraitée depuis... Retraitée, hein. Ouais. Très bien, très bien. Donc, mais t'as quand même eu l'occasion d'en profiter, donc ça, c'est trop bien. Ça, ouais. Trop bien. Ok, trop. Ça rend le voyage plus accessible. C'est trop bien, par le coup, notamment. Ouais, qui est le premier frein, je pense, pour les gens en France, de se dire, bah, tiens, ça va coûter tant, il faut que je mette les mini. C'est bon, mais ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un frein en moins, c'est plus là pour nous, donc on a eu la chance de pas mal voyager. Ça, c'est trop bien, ça. Bon. Trop cool. Et aussi par la possibilité, parce que du coup, ta mère, elle voit des gens voyager, et du coup, je pense que ça rend ça De ouf. pour elle aussi un peu accessible. De ouf, ouais, non, c'est sûr. Parce que, et notamment avec les générations un peu plus vieilles, je trouve, c'est-à-dire que nous, on a la chance, dans notre génération, de se dire que le voyage est accessible. On a connu des compagnies low cost, etc. On se dit qu'on peut aller en Espagne ou à côté en Europe, pas trop cher. Et on a envie de voyager. Mais c'est vrai que les anciennes générations, elles ont un peu peur de voyager. Elles se disent, mais c'est impossible. Il y a 15 ans, 20 ans, nos parents, à l'époque, ils faisaient un voyage dans leur vie et c'était tout, quoi. Donc c'est sûr que ça aide énormément sur ce point-là aussi. Ouais, ça déclenche un peu un truc dans ta famille, parce que nous, dans la famille, on n'a jamais trop voyagé. Et il y a un peu ce truc de le fait d'en être familier, d'en être proche, etc. Effectivement, tu te dis, ouais. Bah, ça vous déporte, en fait, tout simplement. Tu te bloques pas en mode, non, voilà, là, à 10 heures d'avion, qu'est-ce que j'ai? La daronne, elle a l'habitude d'être des avions et tout, droit, et en mode, total. Superbe. Ça ouvre des portes d'embarquement, d'ailleurs, on peut dire. Le vol le plus long. Angèle, est-ce que tu l'as en tête? Ouais. Qui existe dans le monde? Ouais, le vol, on va dire sans escale, hein. Ok. Le vol le plus long qui existe dans le monde en ce moment. Il y a un vol commercial, hein. Vol commercial, ouais, voilà. Donc, toi, si tu veux voyager, je sais pas, d'un endroit à un endroit, c'est lequel le plus long possible? Je sais pas, je vois bien genre un truc New York, un truc en Russie, tu vois. Non, en fait, non. Mauvais timing. Un peu compliqué en ce moment, Non, Mais je pensais plus en termes de c'est pas très loin. distance, tu vois. Reste sur New York, si je peux me permettre. Ouais, je pense que l'avion doit partir de New York et arriver un truc évidemment loin de New York. Est-ce que je peux donner la compagnie, peut-être? Je pense que j'ai la compagnie. Peut-être. Genre New York-Tokyo? Pas loin. C'est Qantas, si je dis pas de bêtises, qui est une compagnie australienne. Et ils font un vol de 20h ou 21h en direct. Merde. C'est pas la donnée que j'ai. C'est pas la donnée que t'as? Alors, vous savez quoi, continuons. Alors, c'est pas loin. C'est pas du tout loin. Toi, le Victor, je te sens dedans, là. Qantas. Qui est là en Australie, dans une compagnie australienne. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est 20 heures. Et effectivement, moi, j'allais dire un truc pour aller en Nouvelle-Zélande, mais du coup, pas depuis New York, mais un truc soit Australie, soit Nouvelle-Zélande, parce que c'est à perpète. Alors, Nouvelle-Zélande, effectivement, je crois que depuis la France, c'est 30 heures. Mais, t'as une escale. Ouais, Ouais, je vois le direct le plus long. Sans escale. Donc, attends. New York, je t'ai dit que c'était New York, normalement. Sans escale. Je peux s'en passer sur une corde à son même. On s'écoute en remix tout de suite, en stéréo. Alors, ça arrive tout de suite.
Je pense un truc en Afrique ou en Inde. En Inde. En Inde. Oh non, Victor. Allez. C'était Singapour, New York, 17h50 minutes. Du coup, ça m'intrigue un peu ce que tu viens de me dire, mon Flo. Donc voilà, c'est la petite anecdote que je vous donne. Parce qu'en fait, oui, voilà, mon Flo, je te vois venir. Et j'ai envoyé des questions à nos amis ici présents que tout le monde a regardé. Quasiment tout le monde. Ah ouais, j'ai tout lu. Tout le monde a, voilà, tout lu. Vous avez lu mon Flo et Angèle? Ouais, vous êtes dedans, vous êtes des bons élèves. Avant de me coucher hier soir, Toi, t'es un cancre dans le lit. 22h. Toi, t'es un cancre. T'as pris tes petites notes, tout ce carnet. Donc bref, donc je vous apprends des choses. Ensuite, je vous pose des questions hyper profondes. Alors historiquement, les amis, le vol le plus long de tous les temps, c'était Sri Lanka, Australie, à la fin des années 40, et c'était 30 heures. Ça passe, C'est ça et pas vite. C'est des avions Alice, France, un truc comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment très long. Niveau confort, ça doit être sympa. Dans les années 40, 30 heures. Ah oui, même coup, je l'ai vu pas. Donc, Merci. En 2026, 30 heures. je pense que tu décris ça. Et alors, j'ai une question, franchement, c'est une question toute conne, mais je voulais vous la poser. Victor, C'est moi. est-ce que t'as peur de l'avion? Et est-ce que t'aimes bien ça, ou c'est sûrement ou c'est juste utilitaire? Merci de me poser cette question, Adrien. Absolument fluide. Ah ouais? Ouais, vas-y. Je suis pas très fan, Mhm. mais c'est utilitaire. Enfin, c'est-à-dire que quand tu vas très loin, de toute façon, t'as pas trop le choix. Et t'as peur de l'avion? C'est pas mon truc favori, quoi. Je me souviens que je suis allé au Brésil. C'était Paris, Rio. Et d'ailleurs, merci Adrien avant le vol de m'avoir envoyé des articles sur le vol. Paris, Rio. Voilà. Et en fait, on a descendu. Je crois que c'était jusqu'en Namibie. Et ensuite, tu. Très affligeant. Et Ah, ça fait peur, ça fait peur. Et à partir du moment où on était plus au-dessus des terres, alors que de toute façon, ça n'aurait rien changé si. Ah, mais je suis crashé. Et qu'on est au milieu de l'océan, je trouvais bon, bah, s'il y a une merde, de toute façon, on est mort. C'est fini. Voilà. On vous retrouvera peut-être jamais, hein. Donc, j'adore l'avion. Mais ça va. Oui, parce que Victor est allé à Rio il y a un an environ, c'est ça? Absolument. Et quand Victor m'a dit qu'il partait à Rio, moi j'ai un peu peur de l'avion aussi. Et comme par hasard dans mon flux Insta, je suis tombé sur des vidéos du crash de Rio, enfin pas des vidéos du coup, c'est pas des vidéos, mais Je t'ai dit, c'est une bonne image de les envoyer. et ensuite c'est le bon pouce. Et je me suis dit tiens, mais ouais, mais j'ai eu peur pour mon cousin. Je me suis dit mais à tout moment il va crever. Et quand il m'a dit Simon, je suis arrivé, j'ai desserré les fesses. Non. Est-ce que tu penses que tu pourrais te poser un avion, Adrien? Alors ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Et honnêtement, aucun souci. Aucun Non souci. mais stop. J'oublie ma peur du vertige. Je joue à Flight Simulator tous les soirs. Mais effectivement, on est parti à Venise avec la blonde à Noël là. Et depuis quelques mois, effectivement, en rigolant, mais peut-être avec un fond de vérité, je songeais au fait que je pourrais éventuellement faire atterrir un avion. Et éventuellement. Et effectivement, Lisa a une vidéo. Peut-être qu'on pourra mettre la vidéo d'ailleurs dans le montage. Ouais. Lisa a une vidéo de moi au décollage de l'avion, donc de Bordeaux-Venise, c'est-à-dire un vol de 1h30, genre, et puis bon, ça va, on est au-dessus des terres. Et vraiment, je suis cramponné au siège, et Lisa me demande, Adrien, tu pourrais faire décoller cet avion? Je fais, bah, franchement, non. Et j'ai les larmes aux yeux en mode, pitié, les chauffeurs, faites-nous, chauffeur, Ok. chauffeur, si t'es champion, je disais, Ok, donc, t'es quand même un peu con. je suis con comme un bal, je suis con comme un bal, globalement. Moi, je pensais que t'étais en mode, t'aurais continué Oui, de mais délire et tout. Non, Ah non, c'est la situation. Et surtout, en plus, il y en est revenu de Venise le 1er janvier, et j'étais en mode, mais les chauffeurs, ils vont être un gueule de bois, ils vont me cracher, c'est fini, là. C'est fini, là. On commence l'année, mais Tu penses que tu pourrais le faire décoller l'avion, toi? Allez. toi, Angèle, t'es comment? T'aimes bien l'avion? C'est utilitaire? C'est comment? Alors d'un point de vue technique et tout, au contraire, je me sens hyper rassurée dans un avion. Ok. Mais par contre, c'est plus d'un niveau écologique où vraiment, premier degré, je me sens pas bien parce que je culpabilise de ouf. Ouais, je comprends. Et je me dis, là, je suis en train de faire exploser mon empreinte carbone. Tout ce qu'on utilise, c'est horrible. Et du coup, je culpabilise de ouf, mais j'ai pas peur ou je suis pas contente non plus. Mais ouais, c'est juste vraiment, Juste de la culpade. mais pour aller en Asie du Sud-Est, à part un bateau. Bah non, mais en vrai, j'aurais aimé revenir en train parce que En vrai, c'est stylé, tu peux essayer de trouver un peu des trucs et juste la Russie, c'est un peu compliqué en train. Mais tu peux essayer de faire mieux que full avion, tu vois. Ouais. Mais ça demande en vrai, c'est des contraintes de ouf déjà, de chercher, de trouver, de machin et tout. Et toute seule, je me sentais pas de faire ça tout. Donc ça, oui, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Bah, en fait, ça dépend à quel point tu prends l'avion trop souvent, etc. Avec. Bah là, ça faisait tu genre vois. 5 ans que je l'avais pas pris, tu vois. Et là, je compte à le reprendre pendant longtemps, tu vois. Ouais. Mais C'est l'occasion, en fait. c'est ça. Ah, ok, bien sûr. Toi, mon Flo, t'es comment? Toi, t'as pris l'avion il y a pas longtemps, ça t'avait peur un peu? Alors moi, j'ai pas du tout peur de l'avion, j'adore ça. Ouais, mon corps est mince, je suis un peu malheureux aussi. Ah ouais? Mais j'adore, ouais. Ah, c'est Genre la nausée? Ouais.
et genre sueur froide, etc. Des moments sur les longs courriers. Court courrier, tout va bien, mais quand t'es 10-12 heures dans l'avion, je sais qu'à un moment, je commence à transpirer et tout. Et c'est quoi, c'est vraiment la peur ou c'est juste les secousses? Ah non, c'est juste mon corps qui me dit, Ah, c'est marrant. je suis pas bien, un peu comme le mal de mer. Et t'as le mal de mer? Ouais. Donc ça y va? Ouais. J'ai le mal de mer aussi. T'as le mal des transports ou? J'ai le mal de transport en général aussi, tout. Putain, mon pauvre Flo. Que ça soit avion, voiture ou bateau, c'est la même chose. Ah, c'est ouf, frère. D'accord. Mais j'adore ça. Oui, parce que c'est chill, ouais. Ça va. Tu kiffes quand même si t'es malade. Ouais, je suis un petit dodo sur un long courrier, je me force à dormir. Et en vrai, non, les longs courriers, je trouve que c'est cool parce que tu te dis, tu regardes un petit film, tu manges un peu, Ouais, tu branles un petit peu, tu vois les derniers films que t'as pas pu voir. Ça, pour regarder les films, c'est cool, ouais, ça. Et dans les longs, c'est que, tu sais, j'ai l'impression de traverser le temps parce qu'à l'heure à laquelle je vais, c'est pas du tout la même heure à laquelle je vais arriver dans mon cerveau. C'est vrai que t'es grave décalé. Oui, t'es grave décalé de fou, ouais. Et je sais pas, je me dis, oh, je viens de vivre des moments alors qu'en fait, j'ai reculé dans le temps et tout. Genre, Oui, donc en fait, tu dis, en plus, tu gagnes ton temps, quoi. Ouais. Tu regardes des films gratuitement, quoi. C'est trop bien, ça. C'était combien de temps, d'ailleurs, pour aller en Asie du Sud-Est, de l'avant? je crois que j'avais fait le premier, j'avais fait Paris-Bangkok. C'est 16 heures d'avion. Oh, ça. Avec une escale? Et t'as jamais eu peur? Non. Wesh. T'as pas eu de turbulence? Mais non, mais et après j'ai fait pour le retour, j'avais fait Bali-Paris. Et Bali-Paris, c'est plus long aussi. Je crois que c'était dans les 17. En fait, pas. Dans les vols de nuit comme ça, genre ils te réveillent comme si c'était 2 heures du mat, mais pour prendre un petit déj. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est relou. Y a pas moyen de dire, me réveillez pas? Comme aux hôtels, Tu peux en vrai. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de jours dans l'avion, donc. oui. Mais même en fait pour toi, c'est mieux de te réveiller parce qu'ils essayent de te caler au niveau du Sur le réseau horaire, ouais. du pays où tu vas. Donc ça veut dire que mieux vaut faire les efforts à ce moment-là. Oui. Parce qu'après tu vas monter. T'arriveras, il arrive, très bien de recherche. Voilà. Tu perds un En fait, je pense aussi que pour revenir sur ta question, quand tu rentres du but de ton voyage, t'as le seum de toute façon. Donc tu dis, ouais, c'est quoi le mood quand tu prends l'avion? Quand tu prends l'avion pour repartir, tu dis pas ouais, trop cool. bah, c'est ça. Et quand c'est le début, il peut y avoir toutes les galères que tu veux, je pense que tu t'en fous. Ouais, t'es en mode, tant que t'es dans l'avion, C'est ça, c'est type pareil. parce que c'est un peu stressant quand même, l'avion. Et genre, moi, je le prends pas souvent. Et vous avez l'habitude, du coup. Quand je l'ai pris, moi, la dernière fois, c'est super stressant parce que t'as peur de louper l'avion, t'as peur qu'il y ait un problème dans tes affaires, dans ton billet, etc. Et est-ce que vous avez ce stress quand vous allez à l'aéroport, genre, Moi, je vais louper l'avion, des trucs comme ça? Là, pour le bosser, c'est la première fois que je prenais l'avion tout seul. Et je le prends pas souvent. Et j'avais l'habitude que les darons, ils t'emmènent 53 heures avant le décollage, et KO. Et en fait, bah, ça s'est passé super vite. D'autant plus que moi, j'avais pris que un sac à dos, donc pas de bagages chute. Et franchement, genre Ça, c'est stressant, les bagages plus, c'est putain, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, en vrai, de faire de la prod et d'organiser des voyages en avion pour les autres, ce qui fait que pour moi, je trouve ça chill à faire toute seule. Mais pareil, Tu gères que toi, donc t'es tranquille. ouais. Mais pareil, je pense que ne pas avoir le stress parce que mon sac, j'avais tout le temps avec moi. Ok. Je pense que ça t'enlève aussi et du temps et du stress, quoi. Ouais, parce que les balises, effectivement, tu prends juste du temps. Tu fais t'agis comme un vieux daron, justement. Oui, tu pars super tôt. Bah oui, 3 heures. Ouais, si t'arrives 3 heures avant l'aéroport, Tu fais un petit café, au pire. tranquille. je pense que ça dépend de chacun, mais c'est comme moi, j'aime pas arriver à la gare trop en avance, parce que tu t'attends, quoi. Le train, moi, c'est 5 minutes avant, je suis là. Ouais. Mais l'avion, en fait, tu te dis juste, bon, tu poses après derrière. Regarde les avions décollés. Tu regardes les avions décollés, t'as les prises. Voilà, mais tu peux pas, je mange un petit bain, tu bois un petit caf. Parce que souvent, t'es pas dans la partie. Tu peux pas voir les avions décoller tant que t'as pas fait le check-in, normalement. Bah, Tu check-in hyper tôt. Ah ouais? check-in, le faire checking, je vais t'acheter un petit bar. Tu vas t'acheter un petit parfum. Ah ouais, d'ailleurs. Moi, j'étais stressé, et puis j'étais stressé quand j'ai pris l'avion aussi parce que je rejoignais un pote au Brésil, il m'avait demandé de lui ramener du fromage et du saucisson, et j'avais peur de me le faire saisir. Bloqué à la douane. Non, t'as pas le choix. Tu dois le déclarer, non? Ouais. Oui, bah t'inquiète qu'ils ont rien, ils ont pas été déclarés. Parce que chez Ça, dans dans les bars, vous connaissez l'émission sur la 17, justement. Douane sous haute surveillance. Réaction, vraies refs. T'as des vrais recocultures, toi, mon frère. Et Je me régale, là. Madiba fait des reacts à cette émission sur YouTube. J'adore ces vidéos. Et en fait, tu n'as le droit à ramener aucun produit, genre fruits, légumes, charcuterie encore pire, fromage encore pire, parce que ça peut endommager après le territoire où tu vas arriver. bah, le comté a pas endommagé le territoire. Territoire brésilien, ouais. On passe sur la deuxième bière. Alors là, on va passer un peu au level supérieur. Alors, il faut savoir, les amis, que en général, quand je bois des bières, quand je ramène des bières, j'essaie d'en ramener un peu de la région de chacun. C'est pour ça que je t'ai demandé d'où tu venais, Ok. Angèle. Alors du coup, là, par contre, on n'est pas encore
sur ta région que je vais teaser. Mais on est sur la bonne vieille Charente-Maritime, Victor. Oh, Le 17. Le 17. Donc on est sur une IPA, une triple IPA pour le coup. Donc on va un peu level up, plus j'ai fait 9 degrés. Donc c'est une plouffe. Voilà, c'est pour nous mettre dans l'ambiance de la mer. Ça reste une IPA, donc ça va être un peu, je pense, agrumé tout ça. On est parti directement, on va se régaler. C'est fait où C'est fait à Landré. Landré, ouais. Alors la dernière fois c'était Landré. Que hier. Et donc voilà, c'est dans le 17. Mon Flo, mon B, santé. Mandel, À Mandelieu, Allez, à la hausse. la Napoule. à Mandelieu la poule. C'est de ville. Mandelieu et la Napo. Elle est bonne, ouais. Elle est bonne, elle est fruitée. On sent qu'il y a 9 degrés qui passent dans le gosio. Ouais, mais pour une IPA, je la trouve pas très Ouais, oui. forte en truc. Mais en fait, c'est parce qu'elle est assez agrumée. Mais elle m'a dit ça la vendeuse et c'est comme ça qu'elle passe plus facilement. Ouais, c'est vrai. Je voulais pas, j'ai déjà fait l'erreur de ramener des 9 ou des 10 degrés dans cette émission, mais d'abbaye. Donc vraiment, t'as l'impression de boire des parpaings. Et là, pour le coup, c'est vraiment, voilà, on est avec le soft, tout seul. Ouais, c'est pas mal. Et bah, les amis, à la vôtre. C'est sympa. Allez, on enchaîne directement. Moi, ce que j'aime bien sur cette bière, c'est qu'ils mettent jamais, là, ils ont mis qui a fait l'illustration et le graphisme. Oh putain, c'est ouf, ouais. C'est cool de mettre ça, ouais. En plus, elle est trop belle. C'est très beau, ouais. Ouais, je vous la montre directement. Tac. Voilà. Truc. On a suffisamment parlé d'avions qui polluent. Mais il faut le rappeler quand même que ça pollue. Mais savez-vous qu'un pays en Europe ne possède aucun chemin de fer? Aucun train. En Europe? En Europe, Je vous le jure. Et alors, c'est pas le pays auquel tu penses le plus? Le pays en question n'est pas dans l'UE. Ouais. Mais il fait partie du continent européen. Voilà. fact-checker. Voilà. Très bien, merci. Je sais pas si Mike fait partie du ouais. C'est pas Malte, je vous le dis. Mais non, mais ça doit être genre le Liechtenstein, Non, Chypre. Monaco. Non. On a fait, il y a une gare. Chypre, non. Non. Est-ce que c'est une île ou pas? Non. C'est un petit pays ou un C'est une île. Ah, c'est une île. Donc, Island de Ré. Ouais. C'est l'histoire. C'est l'Islande. C'est l'Islande. Ouais, dans l'Islande, il y a aucun train. C'est pour ça que, bon, bah, c'est beaucoup. En général, quand on te dit qu'il faut que tu partes en Islande, enfin, quand tu pars en Islande, tu loues une voiture et c'est pour ça que ça coûte aussi cher aussi. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de routes sur ce pays, j'ai l'impression. Alors moi, du coup, j'aimerais avoir de votre part, Victor, je vais te lancer. Ah ouais. Tu veux bien? Ah bah je connais la question déjà. Ouais, on est parti directement. Ouais. Allez. Tu veux revenir? Oh putain. Non, tu veux? Non, arrête. Est-ce que vous avez une anecdote d'un long voyage galère routes en bus, voiture, train? Victor, est-ce que t'as un truc en tête? Ouais, alors j'essaie de me souvenir ce que j'ai écrit hier sur mon petit carnet, tu vois. T'avais vraiment écrit un poème, je crois. Ouais, c'était chaud, hein. Franchement, t'as écrit un haïku, je crois. Oui. En pensant à un flow sur, voilà, avec ma plume. Genre routes en mode. Bah, un voyage soit route, Alors, c'est en fait, même. Ce que je veux dire en voyage, c'est pas un voyage en mode, par exemple, comme aller à Bali ou aller au Japon. C'est un voyage entre, par exemple, 2 pays ou 2 destinations. Tu sais, tu vas d'une ville à une autre, et toi, tu sais que tu vas raconter un truc en bus. Mais où ça avait été galère ou ça avait été. Bah, où ça peut être fatigant, ça peut être stressant, ça peut être pas agréable, quoi, tu vois. Toi, Angèle, on t'entend rigoler un peu, mais est-ce que tu peux nous raconter ton anecdote de la pire des galères, quoi? Bah, moi, c'était pas vraiment des galères, c'est juste que c'était un trajet que j'avais prévu, mes moyens, et qui était long. Et vraiment très long, quoi. Oula. J'étais sur une île au Cambodge qui s'appelle Koh Rong, et je voulais aller en Indonésie, justement. Ok. Sauf que le Cambodge, l'Indonésie, c'est quand même loin, en termes de distance, et j'avais juste prévu mes avions, et après le reste, je m'étais dit, je me débrouille, je vais toujours les machins et tout, voilà, je verrai sur place. Sauf qu'en fait, j'ai fait genre, je suis partie de l'île au Cambodge, j'ai fait genre 1h30 de scoot pour aller prendre un bateau. Après, C'est toi qui conduisais le scooter ou non, je prenais des, pas pour quand je partais comme ça, je prenais des grabs. C'est genre l'équivalent de Uber, mais En scoot, scoot, ouais. 1h30, t'es à l'arrière d'un scoot. Ouais, avec mon sac à dos sur les épaules. Après, tu vas voir des beaux pays. Ouais, en vrai, c'est cool. Je préférais 1000 fois être en scoot Ouais. que parce que je vais pas trop chose. J'ai repris une voiture, t'aurais pris 3 heures. Ouais, c'est ça, voiture. En plus, c'est plus cher et tout. Pour, vas-y, là, juste, on va faciliter 1h30 avec ton sac à dos. C'est pas méga agréable, mais Tu t'en remettras. Ouais. voilà, ça passe. Donc, une fois que j'ai fait, après, j'ai pris un bateau pendant genre, pareil, 1h30. Après, il fallait que je marche pour prendre un train. Et après, j'avais genre 6 heures de train, un truc comme ça. Et c'était un bon train? Non, c'était un train genre, ça m'a fait peur. Il avait la même tête que la ligne 8. Ah!
Alors, c'est très précis, mais je vois très bien. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, il y c'est- avait la vieille ligne 8, Ouais, tu vois, ouais, avec ouais, ouais, ouais. les sièges cheveux bleus, en là. cuir et pareil, tu vois. c'était genre- On mettra une image pour les noms parisiens. Oh la vache, ça m'angoisse. Déjà, là, ça fait 9 heures de trajet, déjà. Ça, Oui, ça fait 9 heures de trajet. Mais Voilà. Ensuite, là, je suis arrivée dans une pipe. J'ai dormi. Parce que j'avais un avion le lendemain. Pareil, pour aller prendre à l'aéroport, j'avais genre 2h30 de scoot, un truc comme ça, un peu moins en tête. 2h30 de scooter. Mais Pour aller à l'aéroport. Bah ouais, c'est loin, les D'accord, avions. ouais, en plus, c'est en scooter, donc ouais, forcément. Et donc, je prends un avion, je fais genre 2-3 heures d'avion. J'arrive à Ho Chi Minh. Et là, je fais une escale de genre 19 heures. Ah, en vrai, t'en veux pour voyager. Et en vrai, j'étais là en mode, vas-y, je vais sortir de l'aéroport et tout, parce que 19h, j'ai le temps. Et après, je me suis dit, ah non, j'ai trop peur de m'endormir, en fait, et de pas Oui, oui, oui. prendre l'aéroport, de foirer la correspondance. Du coup, je suis restée 19 heures dans l'aéroport. il faut le mériter. Hein. Franchement, il faut le mériter. Hein. Attends, mais en vrai, t'as fait quoi dans l'aéroport pendant 19 heures? Bah, j'ai regardé des films, j'ai lu, j'ai mangé, j'ai dormi. Et j'ai grave dormi, en vrai. Ah ouais? T'as pas peur de dormir dans un aéroport, en vrai, genre... Pas du tout. En vrai, au contraire, je me dis, il y a des caméras et tout, il y a des gens, il y a de la Je pense que sécurité. t'es pas la seule à faire ça un peu. Et il y a plein de gens qui dorment dans l'aéroport. J'avais vu genre mon sac près de moi, tu vois. Ouais. Toujours accroché à moi, quoi. Et sinon, Puis aussi, dans la culture, au niveau culture asiatique, le vol, c'est pas du tout pareil. Oui, C'est-à-dire que t'as beaucoup de pays qui n'ont même pas de caméra de surveillance dans leur magasin. ouais. Oui, bah, C'est même en Asie, il y a beaucoup de gens qui laissent les clés sur les scouts. Et s'ils se font voler les clés, c'est les singes qui volent des clés, c'est les humains, tu vois. Les singes. Ouais. Ouais, les singes, ils pètent à les T'as clés. lu beaucoup de singes, toi? On change de sujet. Bah, moi, j'adore les singes. On va faire une petite plus singe. T'aimes quoi comme type de singe? Les petits macaques. Les les macaques, petits macaques gris, là. C'est agressif, ça. Horrible. Et puis, ils sont trop marrants. Genre, en fait, ils s'adaptent trop aux humains et tout. Oui. Horrible, ma phobie. Mais tu sais, avec le business là-bas. Les singes, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dressés. C'est une vraie anecdote. Hein. Ils sont dressés pour voler des affaires des touristes. Et après, dans certains sanctuaires où justement t'as les singes et tout, et après tu vas voir le guide, etc., qui lui dit, bah tiens, on m'a volé ça. Ouais. Et lui va aller le récupérer au singe. Mais ils sont dressés pour voler, parce que tu vas les changer. Mais ça, tu es... Ah, c'est fort. Ouais, mon flow. pour le coup, c'était vraiment un bagage abandonné. Ok. J'étais au Japon pour mon premier voyage en 2016, justement. Et bah, j'ai pas trop changé, mais je suis un peu tête en l'air. Et j'ai oublié ma valise dans la plus grande gare du Japon. Et bah, j'ai continué ma vie pendant 4-5 heures. Quoi. Ah. J'avais pas capté que j'avais plus ma valise. J'étais en mode tranquille, je suis sur mon sac à dos et tout va bien. J'ai vécu ma vie pendant 4-5 heures. Tellement pas faire ça. Et j'arrive à l'auberge jeunesse où on était pour dormir. Et je vois tout le monde ranger leurs affaires et tout. Et je suis en train de me dire, attends, mais j'ai pas d'affaires. Elles sont où mes affaires? J'ai oublié mes affaires quelque part. Et du coup, on refait le truc. Je me dis, mais tiens, c'est sûr que je l'ai laissé à la gare là. Et bah, on me dit, bah, il faut que tu retournes à la gare. Mais ça, elle était loin, la gare? 40 minutes de transport, mais on me dit, retourne à la gare, t'es pas allé en Ouïghour. Elle n'avait pas bougé, elle était au même endroit, sur le même quai. Mais non. Enfin, ouais. Incroyable. Et mais ça, il y a plein d'anecdotes comme ça, en fait. C'est-à-dire que les gens ne touchent pas à tes affaires. C'est-à-dire que pareil, j'ai ma marraine qui avait perdu, qui avait laissé un appareil photo dans un bus dans la préfecture de Kyoto. Bah, elle a juste retourné, elle est retournée 3 jours après, et il y avait l'appareil photo au même endroit, la même place, sans souci. C'est un vrai truc, ça. C'est vrai que c'est un vrai truc, pour le coup. J'avais entendu que... Alors, tu vois, figure-toi que tu me disais qu'il n'y avait pas de vol au Japon. J'ai appris récemment que au Japon, le truc qui se vole le plus, savez-vous ce que c'est? Les parapluies. Ah, putain! Ouais. Ouais, c'est des parapluies, je crois. Bah, vas-y, raconte-nous en plus, toi, les Japonais. Non, en fait, les parapluies, qui coûtent énormément là-bas, c'est un objet, c'est rien du tout pour eux. C'est des choses que tu achètes à 1 euro, 2 euros dans les 7-Eleven, dans les combini, etc. Donc, en fait, les gens volent le parapluie les autres. Et surtout, les briquets, quoi. Exact. Je peux pas faire un meilleur comparatif. les franches filières. Exactement. C'est vrai, t'as raison. C'est le briquet japonais. Ah, j'avoue, t'as raison, putain, c'est vrai. Et surtout, ce que j'allais dire, en plus, c'est que, bah, tous les parapluies sont les mêmes, c'est des parapluies transparents. Donc, en fait, tu fais pas gaffe, C'est ça. D'accord. Bah, Faut sûrement faire gaffe. Quoi. oui, voilà, oui. Il pleut, j'essaie de va aller. voilà. Vous le savez peut-être, mais chez Desbières et des Frérots, on n'aime pas trop les digital nomades et autres colons modernes. Des coins de paradis deviennent des repères de start-upers avec le free wifi. Il a carrément écrit un truc. Ouais, ça pour le coup, ça c'est un extrait de mon stand-up. Moi j'ai une question pour vous. Victor, est-ce que tu as un coin de paradis? Mais alors là pour le coup,
Ça peut être en France, ça peut être à Paris, ça peut être dans votre appartement, ça peut être dans le monde. Est-ce que vous avez un coin de paradis où vous vous êtes senti réellement en voyage à l'aventure, hors des sentiers battus? Victor, c'est à toi. Tu peux nous régaler. Parce qu'en plus, t'as pas vraiment la question. Mais moi, je tiens à dire que c'est toujours très smart en plus, parce que Vicab, il a préparé toutes les questions. Mais en fait, à chaque fois, il y a des moments où j'essaie de parler et quand je vous réponds. Ça a commencé, hein. Ça a commencé. Bah, sache que je le ferai à chaque fois. Et bah oui, ça fait 12 émissions déjà que tu l'as fait ça à chaque question. Et alors? Mais c'est trop bien. Et ben voilà. Bah, je pense que je vais te répondre à cette question très intéressante que je te remercie. Peut-être que je demande à des personnes. Peut-être. Angèle, par hasard, est-ce que tu as une réponse à cette question-là? Ouais, moi je pense que mes parents ils ont un truc un peu chelou. Déjà ils habitent à la campagne et tout, et en fait ils ont un étang qui est dans un endroit encore plus perdu que leur maison à eux, tu vois. Incroyable, trop bien. Et genre c'est un endroit où vraiment il y a rien, et même eux c'est un peu dans leur volonté, tu vois, de laisser un peu la nature, le machin et tout. Et du coup dans cet endroit, genre je trouve ça fou parce que c'est la première fois de ma vie que j'écoutais le silence, mais genre le silence uniquement de la nature, tu vois. Genre s'il y a du bruit, c'est vraiment que, et il y a pas de voiture, il y a pas de gens, il y a pas de lumière, il y a rien. Mais ça, le silence parisien, quoi. Exactement. Genre le vrai silence, tu vois. Et ouais, là-bas, c'est l'aventure. Toi, Victor, je vois que t'as réfléchi là. T'as l'air d'être à ton top. Victor, est-ce que t'es un endroit où tu te sens réellement en voyage? Mais c'est bon, frère, j'y allé à La Rochelle, je sais pas. Ouais, c'est ici, mais faut... C'est ici. Non, mais pas en voyage, t'as dit qu'il est cubé, le truc. Coupé du monde. Faut couper, ouais. Oh non. Toujours mes dents. Remets-toi, là, il y a En fait, non, c'est que j'ai très peur que ce truc-là, à un moment, il tombe vraiment et que je me casse sur la gueule intérieure. Mais je comprends pas, je n'ai pas qu'est-ce qui va me rendre. En gros, c'est le pied du canapé. Et je pense qu'au lieu d'être un peu comme ça pour mieux soutenir, là, il est droit. Du coup, c'est pour ça qu'il faut y aller un peu. Moi, j'ai l'impression que t'as le dossier, mais ça ne pas, je pense. Donc, je pense que c'est vraiment Genre que je me pied, genre. Bon. Et ben moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, Adrien, c'est ce. Hier soir, quand j'étais, je veillais la nuit, tu vois. Ouais. J'étais face à la scène du Tramédo et je me disais, mais où est-ce que je me sens bien? T'éclairé. Exactement. T'éclairé. Quand j'écrivais à la lueur de la bouche. Et avec ta plume là, ouais, c'est ça. Et ben en fait, c'est l'île Dorée. Oh wow. Bah en vrai, oui, en vrai. Moi, je suis pas parisien. Ah oui. Contrairement à toi, Adrien Topin, Non, évidemment. t'es pas un privilégié qui va dans l'île de Ré en vacances. C'est la région, quoi. C'est ma région, c'est mon terre-terre. Ton sang. Contrairement à ce genre de personnes comme toi qui vient nous envahir, je sais pas. Non, mais comme on a la chance avec Adrien d'avoir des grands-parents qui habitent dans l'île de Ré. Mais ils habitaient dans l'île de Ré avant là, et pas commencez pas dans le chat. On avait la maison, il y avait même pas le pont. Donc ça va, il y avait pas les Parisiens encore. Bon, et en fait, moi, c'est vraiment le... Et en plus, on en parlait hier, c'est vraiment le mood, c'est l'été, sieste dans le jardin. Et en fait, comme il y a une école de voile à côté, t'entends les doutes. c'est pas les bouts de encore, ouais, ouais, enfin, je pense que c'est les bouts tarines qui tapent contre avec le vent contre les mâts. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça, quoi. C'est les bruits ah, c'est vrai que là, pour le coup. Puis en plus, bon, mine de rien, c'est l'île de Ré, je trouve, c'est quand même un endroit assez préservé. T'as très peu de gens qui passent en voiture. Alors, on va directement enchaîner. Et alors là, par contre, on ne va plus rigoler, les amis. Parce que là, on va passer sur l'émission, le moment phare de l'émission. On va faire des questions. On va gagner quelque chose. C'est question pour un saucisson. Alors, on va partir sur un truc, tout simplement, une question. Grotesque. Les pays les plus vus du monde. Je vais vous demander. Alors, vous allez répondre. On va dire par ordre. Lola, ça marche pas, là. Il se passe quoi? Ouais, moi, ça marche. Eh ben, Vous allez me donner le pays où, en gros, on a des traces de vie sur ce pays qui remontent le plus vieux. Est-ce que vous en avez en tête? Ou douce. Village de Sacha. Il y a vraiment un pays qui est connu, hein, qui est vraiment très connu. Égypte. Et bah, Angèle a gagné. Mais du coup, on va dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit éliminé dès la première manche. Donc, on va dire que vous allez me donner le deuxième ou le troisième pays, celui qui s'en rapproche le plus. Mais attends, mais tu peux, la question, on pourrait l'avoir genre de manière française, intelligible, parce que j'ai rien compris, moi. En gros, Le pays le plus vieux. le pays le plus vieux du monde. Vieille phrase, tu vois. Voilà. Ok. Voilà. Choisis Donc l'Égypte, c'est le plus vieux. Irak. Il y en a après. Irak. Ok. Toi, Flo? La Jordanie. Alors c'était l'Égypte. Ensuite la Chine. Ensuite La Jordanie. Ah ouais, mais il y a quoi comme histoire? Le Japon? le Japon. Non, c'était Égypte. Donc qui a 3100 ans de traces du coup, avec l'unification de la haute et de la basse Égypte. Combien de son trace? Et je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais. T'as des traces historiques, voilà. Alors la Chine, c'est considéré comme l'une des plus vieilles civilisations.
Romanfort a 4000 ans? Bah, ça marche pas, du coup. Et le Japon, c'est 30 000 ans. Bah, j'étais pas dans le bon sens. C'est l'inverse. C'était... Ok, c'était, Tu veux qu'on la refasse depuis le début? Attends. Ah, mais c'est pas dans l'ordre géographique, géologique qui raconte n'importe quoi. Géologique. Waouh, frérot. On va dire que c'est Angèle qui a gagné. Alors, Donc, vraiment, c'est mal fait. C'est intérêt.fr, je recommande pas les Il faut travailler tes sujets aussi. Non, mais c'est aussi ça qui fait un peu le sang et la rage. Et là, La rage de Libéral des Fourreaux, c'est aussi le côté spontané. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un côté un peu familial. tu veux que je me prenne le livre. Manche 2. Les pays qui souffrent le plus du tourisme. Parce qu'il faut en parler aussi. Qui souffrent. Le plus du tourisme. C'est-à-dire Donc, on va dire, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas où il y a le plus de touristes? Et on Bah, revient à la question de base. il peut y avoir beaucoup de touristes, mais des touristes respectueux. Et aussi, il peut y avoir beaucoup de touristes. Et, alors, je vais vous donner des exemples de choses qui expliquent que des pays soient au top du classement. T'as le surtourisme massif, la hausse des loyers, conflits locaux, pression sur l'eau en été, érosion, croisière, saturation, majeure de gestion de l'eau et des déchets, écosystème, pollution marine, fermeture temporaire de sites naturels, des choses comme ça. Airbnb, donc voilà. Est-ce que vous pourriez me donner, allez, le pays qui souffre le plus de ça? Angèle, tu as commencé, donc toi, t'es bien parti pour gagner le saucisson ou l'équivalent. Donc toi, mon Flo, est-ce que tu as une idée du pays qui souffre le plus de tout ça, quoi? On en a parlé un peu au début de l'émission. Moi, je pense la Thaïlande. Je peux répondre, du coup, Très bien. Très bien, toi, Miss. genre, en fait, c'est un quiz, mais c'est toi qui décides quel. C'est parce que la troisième question, c'est toi qui commence. Mais du coup, je suis éliminé, en fait, si t'as raison. Vas-y, Victor. Ben alors moi, j'allais dire l'Espagne. Je pensais à Barcelone quand on disait tous les trucs. Pour les loyers. Ok, d'accord. Et toi, Angèle, est-ce que tu as un truc en tête? J'aurais dit la Thaïlande aussi, mais du coup, je vais dire le Brésil. Allez, Victor, fais-nous une danse. Ah, c'est bon. Mais là, pour le moment, on a un Angèle et un Victor. Parce que le pays qui souffre le plus du surtourisme, c'est l'Espagne, avec effectivement Barcelone, les Baléares et les Canaries, surtourisme massif, hausse des loyers, conflits locaux, pression sur l'eau en été. Bref, J'ai ça préparé pique. le livre. Voilà. C'est quoi les autres pays, tu sais? Alors, le deuxième, c'était l'Italie. Bah alors, parce que je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais Venise notamment souffre énormément des croisières. Maintenant, il n'y a plus de croisières dans le centre de C'est Venise. cohérent, t'as dit c'était les pays qui reçoivent le plus de touristes dans le monde. Voilà. Oui, en fait, c'est cohérent avec ça faisait quoi, va faire la question. J'avais tout préparé. La Grèce, du coup, les îles sont saturées en été, Santorini, Mykonos, et problème majeur de gestion de l'eau et des déchets, c'est-à-dire il manque d'eau parfois pour les, en fait, les resorts prennent beaucoup trop d'eau de ce que j'ai vu et ça galère pour les locaux. La Thaïlande, Phuket et Koh Phi Phi. Ouais. Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, c'est des îles. Écosystème fragile, pollution marine. Je sais pas si t'as été toi, témoigne de ça, Angèle. Je suis allée à Phuket. Ouais. Horrible. Ouais, bon, ça. Et en Phuket, c'est devenu un mème quasiment, genre vraiment. Ouais. Et bien, j'étais à Phuket, j'y suis restée genre 2 jours. Parce que je vais juste faire un transfert là-bas, mais. T'es content de rester que 2 jours. Ouais, genre il y a un endroit, c'est trop bizarre. Est-ce que tu vois, tu sais les fausses villes qui sont refaites pour les tournages ou des trucs comme ça. Ah ouais, ok, après. Et bah à Phuket, il y a une espèce de quartier comme ça là. On dirait genre un faux endroit. Carton pâte. Ouais, parce que genre tout est, je sais pas, c'est des grands bâtiments, des grands centres commerciaux, des grands trucs et tout. Et on dirait que c'est vrai, hein, mais on dirait que c'est fake tellement que ça n'a rien à voir avec là où t'es, tu vois. C'est un départ. Ok, putain, c'est ouf. Bah, franchement, ça ne m'étonne pas. La France est le 5e avec la Côte d'Azur aussi, qui subissent une pression touristique très forte. Tu vois, est-ce que la Côte d'Azur subit vraiment un truc versus un vrai pays pauvre, tu vois? Bah en fait voilà, c'est là où je me suis posé la question sur la légitimité de la France dans ça, parce que tu parles du Japon, du Mexique, de l'Indonésie, du Portugal, de l'Espagne. Ouais, tu vois, genre. Ouais, mais l'Espagne c'est un vrai fait, je crois. Je pense qu'en Espagne c'est un peu plus vrai que genre la Côte d'Azur. Bah, je vois, les Barcelone, ils peuvent plus se loger. Ouais. Les pauvres, ils se logent plus. Après, il y a des viseurs en France aussi. Et ils Ouais, je pense que c'est moindre versus, pareil, je pense qu'au Brésil, genre Rio et tout, je pense que ça a vraiment créé des. Après, je suis pas allé, tu vois. Ah bah tiens, Figure-toi que j'ai du temps la gap ça. Non, mais Brésil, ce qui était surtout choquant, je pense pas que ça soit tant lié au tourisme que ça, c'est à quel point le pays, niveau inégalité, c'est un truc de ouf. Ouais, mais le tourisme, ça participe à ça, tu vois. Ouais, mais t'as aussi toute une histoire où avec des énormes propriétaires terriens qui ont eu énormément d'argent dans l'histoire et continuent à avoir énormément d'argent parce qu'ils ont toujours des énormes parts du pays au niveau de l'industrie, etc. Et
peut-être que le tourisme participe à ça, parce que t'as les favelas en plus qui sont transformées en zone touristique. Mais franchement, genre, moi, c'est pas ce qui m'a choqué le plus, que c'est plutôt les 50 portiques pour rentrer dans un immeuble. Je crois que ça va Rio. Ouais. Ah, niveau sécurité, c'est très particulier. Et je crois que c'est Rio, Sao Paulo, c'est la ville au monde ou d'Amérique où il y a plus d'hélicoptères privés. Et ça, c'est pas forcément le tourisme, les choses. Et toi, quand tu l'as senti, justement, quand tu étais au Brésil, là-bas, c'est-à-dire, je suppose que tu as vu un peu les deux facettes du Brésil. Je pense pas que j'ai vu les deux facettes parce que, tu t'amuses pas à aller dans les endroits où t'es pas censé aller en tant que touriste. Même si tu les voyais en voiture, c'est vraiment bizarre, cette sensation que t'as, en fait, des gens qui vivent au même endroit, mais qui veulent pas vraiment, enfin, c'est pas qu'ils veulent pas cohabiter, mais en fait, c'est vraiment, des endroits qui sont très fermés. Ouais. Tu vois des agents de sécurité partout, et flics aussi. Peu de temps après que je sois parti du Brésil, il y a eu une opération à Rio, il y a eu 200 morts, tu vois. C'est comme si la police en France faisait une descente, je dois dire, quartier nord, pour donner un truc cliché, et il y avait 200 morts. 200, c'est tellement, et C'est des civils, hein, c'est pas des militaires. Tu retournerais au Brésil ou pas, justement? Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que là, je te dépeins un peu Ouais, non, mais c'est pour ça, Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, la culture, etc. Mais je pense que ça fait partie de beaucoup de pays d'Amérique du Sud où il y a plein de problèmes qui n'ont jamais été adressés et réglés et qui continuent aujourd'hui, genre. Ouais, c'est un voyage que tu fais une fois, t'es super heureux de l'avoir fait, parce que t'as découvert des choses exceptionnelles, toujours différentes. C'est pas un voyage où tu te dis, je vais retourner dans 2 ans là-bas ou 5 ans là-bas. Ah, ouais, ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, Brésil, après, j'ai retourné ailleurs, parce que aussi, le pays est tellement grand. Oui. Je dis, je suis allé au Brésil, mais je suis allé à Rio. Ouais, 1 ou 2 semaines, je fais Sao Paulo. Mais c'est tout au sud du Brésil, t'as tout le reste. Alors, on va faire une manche 3 pour se départager et pour peut-être que Flo fasse la remontada parce que c'est une manche 3, c'est pour combien de points elle compte? 1000. Oh non. Ok? De 1 à 1000. Donc si cette personne gagne, elle gagne vraiment bien. Est-ce qu'on met en place un buzzer où on lève la main, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passait, Ok. mon Flo. C'est moi qui gagne, je vous. Ah ouais, mais tu manges pas le saucisson, donc faut crois te faire gagner. Hein. Non, ça va être très simple. On a une sous le cinéma ici. Notamment, alors, il faut savoir que, voilà. Alors, c'est vrai que je sais pas un produit. Alors, on va faire une petite pause. Non, on fera la pause après. Bon, mais je vous introduirai après parce que je voulais raconter comment je vous connais et tout. Et aussi du décor, parce que vous avez remarqué qu'il y a un nouveau décor pour ceux qui nous regardent. Donc voilà, il faut me poser un peu avec nos auditeurs et nos auditrices. Mais on va parler de films de voyage. Ok? Vous allez me donner chacun et chacune de votre tour un film sur le voyage. C'est-à-dire, faut pas que ce soit un film qui se passe à l'étranger. Faut que ce soit un film où le protagoniste principal quitte son pays d'origine et va voyager. Tu vois? Je t'ai dit, faut pas que ce soit un film qui se passe à l'étranger, du coup. Bah, en gros, par exemple, si c'est genre, Putain, non. Attendez. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que le voyage soit un thème principal du film. Ok. Tu vois? Donc, je vais commencer par exemple avec un film où il y a un voyage. Tout simplement, je vais vous parler de ce très bon film que j'ai en tête d'ailleurs, Ça se voit que tu fais qui s'appelle. Alors, c'est un film qui parle de voyage. Oh la dingue. C'est le principal du film, non? Ouais, c'est voilà le voyage. En gros, le voyage, un peu ce qui Caractérise permet le au film. Little Miss Sunshine. Voilà, c'est un voyage, c'est dans un van et tout. On va faire dans le sens aiguille d'une montre. Flo, c'est à toi. Je pense que la dernière fois que j'étais au cinéma, c'était il y a 2 ans. Oh, c'était pour voir quoi? Non, c'était cette année, c'était pour voir Avatar. Mais C'était bien? Ouais, et la dernière fois que j'avais été au cinéma, c'était pour voir Avatar aussi. Un daron. Au moins, tu veux autant se lever qu'on daron, là. Vraiment. Avec l'univers. Mais oui, mais voilà, mais frérot. Mais voilà. Pourquoi tu te prends la tête, frère? Voilà. J'ai pensé film, voyage dans Voyage de Gutter. Bah là, pour le coup, ça coûte très bien, je l'avais vu. Avec Jack Black. que je n'ai jamais vu. Et je l'ai en Blu-ray, moi, chez moi. En Blu-ray 3D. Je te le fais. Je te le fais. Avec plaisir. Angèle. Toi, t'as pas d'excuses. Alors, non, j'ai pas d'excuses, mais juste, j'ai pas le nom du film. Mais je sais vous faire jouer. Oh oui, c'est un jeu, c'est trop bien. C'est un film qui est sorti l'année dernière. Yes. Et l'année dernière, en 2025. Ok. Bref, et en gros, c'est genre 2 frères ou cousins, je sais plus, Ok, c'est bon, fait. qui partent et qui vont genre dans un espèce de voyage organisé. Et en fait, ils vont retrouver la... Ah, je l'ai vu en plus, en Pologne. Ouais. Oui, je l'ai vu. Sur les traces de sa famille, là. Oui, avec un mec qui est très carré. Il a carré au cas où. Oui, Est-ce que c'est A Real Pain? oui, c'est Voilà. ça. C'est 2024, je me permets. Oui, fin 2024. Et ils étaient encore au cinéma. Je peux chier ou pas? Yes. Genre ça compte du coup là, comme réponse? Bah, c'est des mecs qui partent des en- States, Non, qui c'est partent pas en dire, voyage, c'est un voyage qui viennent sur le Déjà, je filme quoi. Oui, j'avais tout le film, j'avais juste pas le million. Alors, c'est la porte qui va trancher. Lola, je te vois un peu hésitante. On peut lui donner une deuxième chance.
On donne une deuxième chance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un deuxième tour. Oui, ok. Et si t'es encore un peu comme ça approximatif, Angèle, elle travaille dans le cinoche, hein. Elle a pas d'excuses. Non, mais non, je suis pas du tout cinéphile. Alors, bon. Oui, mais là, tu l'avais quand même, le film, tu vois, donc. Mais tu vois, c'est ce genre de truc, genre, je connais Oui, le film, mais juste. il a pas le Non, je connais pas les trucs. On te l'accorde pour ce tour-là, Angèle, mais fais très attention à toi. Ok, ok. Victor, c'est à toi. Into the Wild. Et bah voilà, putain. Je l'ai, Tintin. Un retour vers le futur. C'est voyage. On n'a pas précisé. On souffle très fort, hein. En vrai, si ça fonctionne parce que, après, il y a une question sur ça. Donc, si. Parce que moi, j'ai regardé les notes sur Vita. Mais on va l'accepter parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte qu'à chaque fois, on perd du temps sur, des vires et des frérots saucissons. Donc, on enchaîne très vite. Angèle, attention, c'est à toi. Il définit sur le voie, il définit sur le Putain, ça marche, en vrai. Ouais. Moi, Lola, on lui accorde. Ouais, on lui accorde. Bien joué. Moi, je vais dire, c'est un film espagnol ou argentin. Diaros des motocicletas. Ouais, c'est vrai. On peut doubler check. Quoi? Diaros. J'ai envie de lui, Diarrhos ou Diaros? C'est Diarios, je sais plus, c'est genre journaux. De motocyclette, putain. Voilà. Carnet de voyage. 2004. Bah, en fait, je travaille dans le cinéma. C'est moi qui ai monté tout le plateau, là. Moi, j'abandonne, donc je gagnerai pas le saucisson. Moi, j'allais abonner là. Je n'ai pas notre. Ok. Continue, là. Donc ça, c'est entre vous deux, parce qu'en plus, vous êtes à égalité, vous avez 1-1, donc là, c'est entre vous deux. Angèle, à toi. Genre, l'ascension, avec, comment il s'appelle, Ah, ici, là? Ouais. Oh, wow, mais tu sors des... Opération Portugal. Mais c'est ça qui fonctionne en plus, ça fait... Putain, tu t'en sors à chaque fois, frère. C'est Victor la route. Oui, voilà. Angèle. Grand-moi, là. Oui. À chaque fois, par contre, respect pour tes sorties de route, là, mais putain. 20 secondes, par contre. Là, on est plus dans le jeu, là. Ah, mais j'ai encore pas le nom du film. Le dernier film qui est sorti, là, avec, voyage dans le temps et tout, là, avec, comment ça s'appelle? Non, mais. J'ai l'impression de jouer avec My Daron, là. Mais tu sais, avec le lecteur, là. On l'a vu dans le film, sûr. On les partager. Alors, j'ai l'impression. Non, j'ai perdu. J'ai l'impression qu'on a un vainqueur. Oh non, c'est pas vrai. C'est une dingue. En vrai, c'est tellement... Je dédie cette victoire à Sacha Paolini. Et à Paco, le chien de Sacha Paolini. J'ai l'impression que quelqu'un a gagné le saucisson. Lola, merci de ramener ce groupé. Victor. Brandis-le, Victor. Merci. Ouais. Merci Sacha Paolini. Ouais, merci. Mais non, mais on partage ça à ceux qui le veulent, parce que je sais pas si je vais me ramener avec ça chez moi, mais... Je peux le manger tout seul. Voilà. Sur ton canapé, là. Bravo à Victor d'avoir gagné le saucisson. Victor, t'es content? Oui. Ok. On fait une pause très rapide, et ensuite on se retrouve pour la 3e bière. Page de pub. T'as déjà fait top 2? Oh là, pour moi, c'est mon émission peut tout. Mais là, c'est ça qui est bien, c'est que le montage repart à ce moment-là. Ah, ouais. Alors, vous êtes de retour dans des bières des frérots, l'émission culte, hein, vous reconnaissez, vous connaissez la qualité de l'émission. On va pas revenir dessus. Victor. Non, c'est juste qu'il y a 3 morceaux de saucisson au milieu du... Ouais, parce qu'on a fait une pause saucisson, on vit, hein. Ok. On va trinquer à cette bière brassée sur l'île de Groix. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les bières, j'ai choisi ça en fonction des zones d'où on venait. Toi, Flo, je sais que tu viens de l'île de Groix, c'est ça? Je viens de l'île de Groix, pas du tout du Béarn. Et voilà, je pense ça. J'ai vécu 15 ans de ma vie là-bas. Ouais. T'aimes bien l'île de Groix, c'est ça? Ouais, dans Saint-Jean-6. C'est où ça? Et en gros, c'est là. Ouais, c'est 35, évidemment. Oui. C'est brassé sur l'île, elle s'appelle la GX. Et c'est une bière, figurez-vous, les amis, à la clémentine. Sympa. Mais non, goûtons ça. Allez, à des bières et des frérots. Allez, on mélange un peu les trinquages. Merci, allez. C'est hyper... Ça a vachement goût de clémentine. Ah ouais? C'est sûr, je trouve que ça passe. C'est pas trop pauvre. Ça a l'amertume, je trouve, la clémentine. Oui, mais pas trop fort, tu vois. Je trouve que c'est pas non plus un truc genre, tu t'assimiles durement, quoi. Vous avez remarqué qu'on est dans un nouveau décor. Alors voilà, on est un peu tributaire du décor dans lequel on tourne les locaux de l'ISFJ Paris, une école de audiovisuel, de journalisme dans Paris. J'ai pas fait le tour des personnes. Comment on se connaît? Alors, Angèle, déjà, j'ai pas envie de dire qu'on se connaît via l'école, parce que ça fait pas très pro. J'ai envie de dire qu'on se connaît, j'ai un tournage avant tout. Oui. On s'est rencontrés sur un tournage, voilà, parce qu'on est des pros, hein, on est des cinéastes, toi et moi. Alors toi, Angèle, toi, c'est comment un peu ta carrière? T'étais dans la prod.
Mais la dernière fois, tu m'as dit que tu te réorientais un petit peu. Tu pensais à te réorienter. T'en es où là dans ta carrière audiovisuelle? Coordinatrice d'intimité, c'est les gens qui vont encadrer, préparer en amont les scènes de sexe principalement, avec les acteurs, les réalisateurs et tout, faire en sorte que ça se passe bien, de justifier pourquoi ça atterrit dans le film et voilà. Il sera intéressant. Hein. Ouais, en vrai, trop cool. C'est un métier qui est assez récent, ouais, ça date des années 2000, entre autres. Et même, surtout après, quand il y a eu MeToo. Oui, en fait, rien que ça, ouais. Ouais, c'est ça, il y avait beaucoup de violence aussi pendant les plateaux et sur les plateaux. Ouais. Et c'est là où ce métier a un peu émergé. Toi, mon Flo, toi, on se connaît d'où, toi, mon Flo? Alors, toi, mon Flo, tu m'as accueilli à bras ouverts à Pau, à l'Escar, même. Scar City. L'Escar, c'est toi, voilà, donc l'Escar, le Béarn. À la manière de D'Artagnan, on est béarnais. Exactement. Parce que je vis le grand mousquetaire en ce moment, mon Flo. Et D'Artagnan. Ouais, il est béarnais. Voilà. Il y a un accent gascon. Donc, toi, Flo, t'es un peu le D'Artagnan moderne, si je me trompe. T'as fait comme D'Artagnan, t'es passé de la Gascogne à Paris. Ouais. Comme on les appelle. Oui. Voilà. Donc toi, mon Flo, on se connaît depuis 10 ans maintenant. Du coup, et toi, le Victor, alors en fait, on est né main à main. Moi, je suis producteur de poulet dans le 47. 5000 à peu près. Bon, c'est quoi ton activité en ce moment là? Je serai en tournée dans toute la France. Tu fais une tournée des Zénith en ce moment, je crois. Ouais, absolument, je prends tous les sons de Michel Sardou. Hippolyte Teigne, il a dit, on voyage pour changer, non de lieu, mais d'idée. Hein? Ok, Qu'on voyage pour changer nom de lieu, ouais, mais d'idée. Okay. Alors, j'ai une question. Mentalité, etc. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti un changement en vous après un long voyage? Victor, est-ce que tu as déjà ressenti un changement quand on voyage? Oui, mais en fait, alors moi, j'ai pas fait de longs voyages comme ont pu les faire les autres invités. Pourquoi tu sonnais quand tu me regardes comme ça dans la pièce? Ça me pécho, quoi. C'est bien, je te dirais un vrai truc. Ok. Mais en fait, j'ai senti qu'au bout d'un moment, tu finis par t'acclimater au pays dans lequel tu es, et en revenant, au début, t'es encore dans ce flow-là, mais bon, très vite, pas celui-ci, un autre. Ah, ok. Mais très vite, moi, tu reviens dans ton truc initial. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ah, mais ça, non, c'est très intéressant. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu finis par adopter un peu une autre façon de faire. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Brésil. C'est aussi parce que c'était beaucoup plus détente, etc. Enfin, c'est une autre vision de la vie, je trouvais. Moins stressante, encore plus que celle de... Enfin, moins stressante, je dis pareil, quoi. Et par ailleurs, je pense aussi, des fois, c'est un peu te faire réfléchir sur ce que tu priorises dans la vie, ta façon de voir les choses, ta façon de faire. Est-ce qu'elle est vraiment en adéquation avec comment tu voudrais être, et pas juste... t'es tout le temps... dans le tunnel et tu réfléchis pas. Est-ce que tu le ressens encore maintenant ou maintenant avec ça fait plus d'un an? J'ai l'impression que l'effet s'atténue. Tu reviens en fait dans ton train-train. Okay. Ça reste un bon souvenir, mais ça t'influe pas. En fait, c'est un voyage c'est des vacances. Ça a un début, ça a une fin, et donc forcément après tu reviens dans ta vie d'avant. Et mis à part si en revenant tu décides complètement de changer de vie, peut-être que là c'est différent, mais c'est juste une parenthèse en fait. Une parenthèse. Pour moi, en tout cas. Ok. Angèle, je te vois d'accord. Toi, c'est quoi par rapport à toi le changement? Est-ce que tu as eu un changement quand même en voyage? Rester plus longtemps en voyage. Ah oui, alors est-ce que tu peux nous résumer ton dernier voyage? C'était combien de temps d'ailleurs? Je suis partie 4 mois, presque 5. Wow. Mais moi, le plus grand changement, on va dire, intérieur que j'ai eu, c'est plus, je suis un peu devenue c'est trop cliché, ça. Devenue ma meilleure amie. Oh. Non, mais en fait, je sais pas, genre, en voyage, des fois, j'étais un peu confrontée avec moi-même et j'ai fait des trucs consciemment, mais pas grave, mais juste où j'étais en mode, mais dans ma vie d'avant, jamais j'aurais accepté de faire ça. Et là, le contexte, la situation fait que, vas-y, j'ai pas le choix de faire ça. Et du coup, ça m'a rendue beaucoup plus indulgente avec moi-même, de me dire, genre, c'est pas parce que des fois, vas-y, tu m'as un peu envié de travers, que toute ta vie est de travers et que t'es une grosse merde, tu vois. Et toi, en plus, t'es parti solo. Ouais. Oui, c'est fait. T'as pas rejoint de personne là-bas. Je suis partie toute seule. Ah, Après, ouais, je m'en suis fait des potes et tout, mais mon truc dépendait que de moi, quoi. Et du coup, je dirais que c'est surtout dans ça que ça m'a changé, c'est que je suis devenue beaucoup plus indulgente avec moi-même, en fait. De plus accepter que des fois, il y a des jours où c'est un peu, voilà. Et c'est pas grave. Ok, trop bien. Trop intéressant. Toi, mon Flo. Moi, en fait, j'ai envie de te dire que chaque voyage, chaque culture va t'apporter quelque chose. Ça peut paraître très bateau,
mais tu vas apprendre des choses de chaque pays, de chaque culture que tu vas découvrir. Et après, c'est à toi de voir si c'est par rapport à ta personnalité, par rapport à tes valeurs, si ça correspond ou autre. Mais moi, je sais que chaque voyage m'en fait grandir. Justement, je vais apprendre de chacun de mes voyages. T'évolues d'une façon différente sur chaque voyage. En fait, tu vois, genre, si on prend dans sa globalité, si j'avais pas eu la chance, le privilège que j'ai eu justement de beaucoup voyager à l'étranger, je pense pas que je serais la même personne aujourd'hui. Ouais. Parce que moi, J'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est le voyage en lui-même qui t'a apporté ces changements-là ou le fait genre que tu grandis et que évidemment qu'à 15 ans tu changes versus tes 18, tu vois? bah, en fait, tu peux revenir un peu dans le contexte familial, etc. Moi, comme on a pu l'aborder, j'ai ma maman qui travaille chez Air France. Donc, ça nous a permis de voyager plus simplement, etc. Et moi, en fait, de mes 12 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai eu énormément de chance. J'ai pu voyager tous les ans à l'étranger. C'est-à-dire que nous, nos vacances, c'était, on partait pas en France ou autre, c'est on allait découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, etc. Et je pense sincèrement que c'est plus ça que le fait de nous dire, ouais, j'ai grandi, j'ai évolué. C'est certes, il y a de ça aussi, parce que évidemment, quand on grandit, on évolue aussi. Mais c'est de grandir avec ça aussi qui m'a donné certaines valeurs que j'aurais pas forcément pu sans le voyage, en fait. Et je pense que t'as une certaine ouverture, une facilité aussi dans le dialogue avec les gens. C'est tout bête, hein, mais quand t'es à l'étranger et que tu dois parler avec des personnes que tu connais pas, tu parles pas la même langue, ou tu dois parler juste limite avec des signes des fois, ou avec des... Tu penses pas que chaque voyage t'ouvre de plus en plus? Ah, totalement. Genre, moi, j'ai vraiment eu cette impression. Je suis pas parti beaucoup en voyage, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'au début, c'était vachement fermé. T'as peur de faire une erreur, tu vois, face aux autres, etc. Et plus t'y vas, je trouve qu'il y a un truc de, tu te sens plus à l'aise. Je sais pas si C'est ça me ce que je disais, ou ce truc de prendre confiance en soi, c'est que après t'apprends que en vrai, même si des fois t'es ridicule, bah vas-y, en vrai ça te tue pas et que tu peux quand même avancer, et que même si tu sais pas dire quelque chose, que ça soit en anglais, dans la langue, dans le pays dans lequel t'essayes de faire comprendre et tu trouveras toujours un moyen, tu vois. Et c'est comme ça que t'apprends aussi. Oui, de progresser dans ton voyage, et ouais, je suis d'accord. Parfait, même juste, tu vois, il y a des choses toutes bêtes. Ton voyage, il sera jamais parfait. Toi, tu ne seras jamais parfait par rapport au pays. Tu n'es pas citoyen de ce pays. Tu connais pas toutes les coutumes du pays. Mais déjà, le fait de faire des efforts de s'intégrer. Ouais. Moi, je te prends mon dernier voyage, Taïwan et Japon. J'essaye toujours, très vite GPT, mais pas mal sur ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que j'ai envie rien que je suis au restaurant, je trouvais ça très bon ou autre. Je vais pas le dire en anglais. C'est la langue du pays, c'est pas l'anglais. Et ça, c'est la bonne façon. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu comme les gens qui essaient d'occidentaliser des destinations. C'est que je trouve le fait d'essayer de s'intégrer à une... Il est ridicule quand je parle la langue locale. T'essaies. Mais ils sont juste trop heureux, même si je dois le répéter 2 fois et qu'ils comprennent à demi-mot ce que j'ai dit. Mais ils sont juste ultra reconnaissants parce que ils sont contents que j'ai pu faire l'effort de faire. Ouais. Et justement, à l'inverse, j'ai souvent eu des retours où les personnes essayaient de parler en français. Même au Japon, qui paraît un pays ultra fermé, etc. Ouais. Ils comprenaient que j'étais français, ils voyaient que je faisais l'effort de parler comme un gros nul. Ouais, mais il respectait ou ça. un japonais. Ouais. Et ils parlaient français. Alors que ils savaient dire que bonjour ou merci. Et qu'en plus, au Japon, ils ont un peu honte quand ils ne savent pas faire. Normalement, ils ne font pas quand ils ne savent pas faire. Mais là, ils faisaient. Parce qu'ils étaient contents de partager. Ok. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans les pays. Ouais. C'est d'essayer, en fait, tout simplement. Et on est jamais ridicule. Ils sont toujours contents. Et désolé, mais pour revenir sur les Français en Thaïlande, Ouais, alors là, régale-toi. Ouais. On peut faire une émission dessus. Hein. il y a un vrai truc des Français en Thaïlande, en vrai. Bref, et un jour, je rencontre des Français et je me dis, ils ont l'air sympas et tout machin, on casse un peu de temps ensemble. Et très vite, on va manger ensemble. Okay. Et du coup, on commande à manger, tu vois. Et j'avoue que quand tu commandes à manger, moi, je lisais les trucs en anglais, tu vois. J'étais en mode, je sais pas. Oui, bien sûr. Je thaïlandais. Ça se casse. Et les gens avec qui j'étais, genre, ils disaient en mode à la serveuse, je veux du caca pipi prout, ha ha ha. Non, mais alors, en France, là, maintenant, c'est un peu marrant. Oui. Dans le Oui, contexte. ça fait manque de respect. Et j'étais en mode,
C'est pas, alors, c'est En fait, un manque de ça fait respect. vraiment, c'est que les gens, du coup, dans ce cas-là, vont dans un pays et se sentent supérieurs C'était aux gens du pays. Parce qu'il serait jamais permis de faire ça dans un autre pays. Ouais. Ou s'ils ne partageaient pas la même langue, tu vois, genre même un pays anglophone ou pas. Ouais. Ils étaient aux States, il serait jamais permis de faire ça. Non, mais de ouf. Et moi, ça m'a choqué. Ouais. Genre, ça m'a vraiment choqué. Et surtout qu'en plus, la serveuse, elle captait que le mec en question, Tout le monde se fout de sa gueule. qui lui, enfin, se moquait d'elle, tu vois. Et en même temps, elle savait pas quoi dire. Du coup, elle était juste un peu en mode, et lui, il se foutait de sa gueule encore plus, tu vois. Et il s'est barré. Et je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, grave manque de respect ce que tu viens de faire. Je lui ai dit, imagine, toi, à l'inverse. Genre, toi, t'es serveur en France. Et genre, il y a une Thaïlandaise qui se fout de ta gueule, tu vois. Qui t'en va caca, bibi, prout. Juste, tu comprends pas. Ton mode, non, mais ça existe pas et tout, machin, tout ça. Oui, ça arrive faire, évidemment, ça arrive pas, mais on est vraiment cool. On est le pays qui, oui, c'est vraiment du commence à. Juste un gros raciste. Du coup, t'as pas envie que les étrangers ils viennent en France et toi, Par quand tu contre, vas dans leur connard, pays, quand il est, Et en fait, c'est de la gueule. pour lui, c'est pas possible parce que vu que le pays, sur le papier, galère plus financièrement et C'est ça. économiquement, ils viendront jamais en France. Donc, il peut faire ce qu'il veut et il est le roi du monde. C'est ça? en mode, il a la JP, donc forcément, il est, Ouais, c'est ça. Et des gens comme ça, malheureusement, en Asie du Sud-Est, il y en a vraiment beaucoup et de plus en plus. Et je trouve ça horrible, quoi, parce que c'est, tu dénigres les gens dans chez eux, quoi, dans leur pays, dans leur langue, dans leur culture. Tu viens de foutre de leur gueule en face d'eux, tu vois. C'est choquant. on va enchaîner très très vite, avec Bali. Tu vois, voilà. Non, je voulais en venir à ça. Bali est sous pression à cause du surtourisme. Pour moi, Bali, c'est un peu la représentation, tu sais, du surtourisme occidental, etc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont s'y installer parce qu'ils disent que voilà, là-bas c'est la vie et tout. C'est un problème de Bali. Voilà, il y a plusieurs problèmes. C'est pression à cause du surtourisme, de la pollution. Il y a j'ai vu des vidéos récemment pour cet épisode où t'as des complexes hôteliers énormes et derrière des murs du complexe hôtelier, il y a des influenceurs qui vont et qui filment des montagnes de déchets. Ouais. Des montagnes de déchets en plastique, tout ça, qui sont après jetés dans la mer. Urbanisation rapide aussi et environnement qui se dégrade du coup. Dans certaines zones très touristiques comme Canggu et Uluwatu. Ouais. Je sais pas si ça dit un truc. La présence étrangère est devenue très importante et limite primordiale. Avec des expatriés digital nomades installés durablement, ça fait monter les prix, ça transforme l'économie locale et ça donne l'impression que les infrastructures, les espaces sont pensés pour les expatriés plutôt que pour les locaux, les Balinéens ou les Indonésiens. Moi, ça me fait pas rêver, mais du coup, je vais vous demander, en parlant de pas rêver, c'est quoi votre pire voyage? C'est pour toi, Victor. Victor. Mon pire voyage. Mm. On était à Palerme et j'avais été un peu déçu parce que c'est pas l'image que je me faisais de l'Italie à ce moment-là. J'avais vraiment en tête, je pense, l'image de l'Italie du Nord, très riche, très colorée, etc. Et il se trouve que la Sicile, c'est une île qui est historiquement plus pauvre, qui est très pas désertique, mais pas beaucoup de végétation, etc. Donc ça donne une image d'ensemble. C'est pas l'Italie que tu te fais en tête. Ça, en soi, c'est comme ça. Mais du coup, en arrivant, forcément, t'as la petite déception parce que t'as juste pas regardé de photos et t'es un peu con. La ville de Palerme, qui était une ville je vais pas dire très sale, mais en fait, c'est plus que par rapport à certaines habitudes que t'as dans des villes qu'on connaît. Forcément, c'est un choc. Ça m'appelle un peu Milan, je trouve, quand même. Genre, c'est très, pas Milan, Naples, voilà, Naples. Napoli. Et tu vois, aujourd'hui, Naples, c'est une ville qui m'attirerait beaucoup. Mais à l'époque, comme j'étais vraiment parti sur une image carte postale, peut-être plus effectivement Milan, Rome, Gênes, toutes ces villes-là, etc. En arrivant, forcément, ça faisait un choc. Et c'était un des premiers voyages que je faisais aussi, solo. Ouais, solo. Donc bon, ça c'est le contexte, etc. Donc petite déception, mais c'est juste en fait surtout de pas avoir regardé à quoi ça ressemblait. Et est-ce que maintenant tu les prépares tes voyages? Oui. Ça t'a servi de leçon? Oui, quand même. Mais après, encore une fois, en fait, le problème, c'est pas la ville, c'est pas Palerme, etc. C'est moi, mes attentes versus moi qui était réellement le truc. Si tu dis putain, j'aimerais trop aller dans un pays du Nord et que tu bookes en Égypte, évidemment, ça va pas fonctionner. Ouais. J'ai du coup, j'ai pas beaucoup voyagé, mais récemment, j'ai voyagé à Venise. Du coup, j'en ai parlé tout à l'heure en janvier avec la blonde. Et j'avais vu beaucoup de... En fait, vraiment, le Venise, du coup, j'y étais que pour 2 jours. Donc, je voulais préparer le voyage à fond. Et j'ai beaucoup regardé des vidéos de TikTok, du truc touristique, les meilleurs trucs à faire à Venise. Et on y était pour le Nouvel An.
Donc paradoxalement, c'était pas l'endroit où le moment où il y avait plus de gens. En général, Venise c'est pour le carnaval vers février-janvier, je crois. Le 31 décembre, 1er janvier, ça allait. Et du coup, j'ai quand même vu beaucoup d'endroits à aller voir. Donc on y allait avec Lisa, enfin avec ma Raki et ma Gaji, ma blonde, la petite Go. Et j'ai vu beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de ponts à Venise, tous les canaux, tout ça. Et j'ai vu beaucoup d'endroits où les gens se bousculent, se poussent. Il y a des embouteillages de gens uniquement pour aller en haut du pont et prendre une photo des canaux, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui embouteille énormément parce qu'en plus Venise, c'est une ville qui est très piétonne, qui est uniquement piétonne en fait. Et les gens se font la queue sur des mètres et des mètres pour prendre des photos en haut du pont. Et donc, Venise, pour le coup, ça a été un vrai coup de cœur. Mais ce qui dégoûte à chaque fois, c'est le côté industriel de la visite, tu vois. Genre, je fais la queue pour aller prendre ma photo, mais du coup, je trouve un truc beaucoup moins spontané, en fait, tu vois. Genre, si je fais la queue pour prendre une belle photo, ta photo n'a aucun intérêt parce que tu vas l'avoir la mettre sur Getty Images, j'ai trop de monde qui voyage, de toute façon. Non, mais après, Mais tu voyages pourquoi? oui, mais tu peux choisir un peu ta façon de voyager. Genre, moi, par exemple, en fait, j'ai reporté ça avec des potes à Paris. Et quand je suis partie un peu dans cette optique-là où je me suis dit, genre, je pense que nous, on kiffe habiter à Paris, mais on kiffe pas Paris pour la Tour Eiffel, Montmartre et le Louvre. Oui. C'est pas pour ça que Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, quand je suis partie voyager, franchement, il y a plein de trucs hyper touristiques, genre les trucs à voir et les machins et tout que j'ai pas fait. Mais dans cette optique-là, de me dire, bah ouais, mais la vie en vrai, elle est pas dans les trucs touristiques, tu vois. Genre, c'est bien, ça existe, ça fait. T'es content de les voir de temps en temps. Voilà, ça fait du commerce. Ça fait pas ta vie quotidienne. Mais il y a pas que ça. Ouais, mais Ton voyage ne doit pas dépendre de ça et tu dois pas te concentrer que là-dessus. je suis d'accord. Je suis tout en Ouais, mais le truc, c'est que si tu les... Moi, effectivement, je vais jamais à la Tour Eiffel, etc. et tout. Mais pourquoi est-ce que j'y vais jamais? Parce que je sais comment c'est. Je sais comment, que ça va être blindé de touristes, que ça va être super chiant, qu'il y avoir beaucoup de gens. S'il y avait personne à Montmartre, je pense que j'irais plus souvent. Parce que c'est quand même Oui, mais sympa. tous les endroits touristiques, un peu comme ça, tu vois. Oui, mais mais c'est blindé. le problème, c'est quoi? C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, je vais à un endroit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes. Je veux dire, je voyage, je vais à un endroit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes, ça me gonfle. Je préfère être seul pour avoir le truc pour moi. Ouais, mais je suis comme les autres. Et les autres ont autant le droit que moi de voir le pont de pierre de trucs. Et à partir du moment où le tourisme, ça s'est massifié, parce que tout le monde y a accès, enfin, tout le monde est des de guillemets, bah, tu vois, Venise, ça sera toujours très touristique. Non, mon Flo, alors toi, t'es allé 6-7 fois au Japon. Et toi, est-ce que t'as été déçu par cet aspect du Japon? Bah, en fait, justement, et je pense que c'est pour tous les pays pareil. C'est-à-dire que tu peux aller là où la plupart des gens vont, et tu vas retrouver, que ça soit au Japon, que ça soit en France, et que ça soit au Vietnam, peu importe où tu vas aller, tu vas trouver du surtourisme. Parce que, comme on a pu le dire, les gens voyagent de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Ils ont plus cette possibilité-là qu'avant. Donc, ils vont voyager et tu auras du monde. Mais après, c'est juste, ok, est-ce que un pays se résume à ça? Est-ce que, par exemple, la France se résume à Paris? Est-ce que le Japon se résume à Tokyo, Osaka? Je suis d'accord. Non, tu vois. Et après, est-ce que toi, t'as envie de sortir des sentiers battus? Oui ou non? Chaque personne est différente sur ça, tu vois. Et sur chaque pays, tu peux sortir des sentiers battus. Et tu peux trouver des choses exceptionnelles. Tu vois, moi, le Japon, encore une fois, je prends cet exemple parce que j'y suis allé 6 fois d'affilée. Et j'ai jamais vu la même chose. Oui. J'ai jamais vu la même chose. Parce que t'as cette curiosité aussi. T'as envie d'aller voir plus loin et Bah, en fait, je pense que si on parle de porte à débloquer, c'est quand tu fais un voyage, quand t'en fais 2, quand t'en fais 3, c'est une porte de plus à débloquer. C'est juste, est-ce que t'as envie de faire un voyage que tu vois sur les réseaux sociaux? Oui. Ou est-ce que t'as envie de faire un voyage pour toi? Genre, Pour moi aussi, c'est un peu toi avec toi-même, quoi. c'est ça? Oui. C'est-à-dire que les peu de fois où j'ai prévu 2-3 trucs dans mon voyage, en vrai, ça a été un peu décevant. Parce que c'était prévu et que je marchais à tel endroit. Et du coup, je savais que j'allais aller là et qu'après de là, je savais que j'allais faire ça. Et en fait, je savais tout. Et du coup, j'étais un peu moins ouverte, je pense. Parce que j'avais mon plan d'envie. Ouais. Un peu des attentes et un peu mon plan en disant, ma vie, ça va être ça, ça, ça. Et les meilleurs trucs qui me sont arrivés et les plus beaux moments qui me sont arrivés, c'est quand je suis juste en mode, je sais pas, j'y vais, je marche là où je fais je ne sais pas quoi. Et là, tu tombes. Je reste ouverte à ce qui se passe autour de moi. Et là, je tombe devant quelque chose. Il y a quelqu'un qui me dit, bien, on va voir ça. Bien, il va se passer ci, bien, machin, et voilà. Et c'est là, pour moi, où il se passe le plus de trucs aussi parce que je reste ouverte à ce qui se passe et voilà, tu vois. Après, je trouve que
un petit juste milieu, tu vois. C'est-à-dire que moi, sur mes voyages, je vais préparer les grandes lignes. Et après, sur les grandes lignes, je fais ce que je veux, etc. Mais juste un petit cadre, moi, je sais que personnellement, ça me rassure. C'est dans ma personnalité aussi. Oui, bien sûr. Et après, justement, je veux pas que ça soit millimétré. On va faire ça. Mais juste le juste milieu entre les deux où tu te laisses justement la possibilité de te faire surprendre, de découvrir des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé ou autre. Et en même temps, tu es assez rassuré parce que tu sais que tu vas faire telle chose. Ouais, moi, je sais que le juste milieu, oui. Un vrai programme, je suis d'accord. Les amis, on va arriver tout doucement vers la fin de l'émission. Hein. Non. Non, c'est ça que vous nous connaissez. Vous nous connaissez. On a envie que ça dure des heures et des heures. Victor, je sens que là, il est au prime pour au moins 10 heures encore. Non. J'ai notre là juste après. Donc, je vais vous poser une question. Peut-être que tout le monde connaît ce terme-là, mais on va voir si vous connaissez le moderne terme. J'aimerais que vous me donniez, si vous pouvez, les 7 merveilles du monde moderne. Alors, sachez-le, ça a été donc il y a des merveilles, les 7 merveilles du monde qui sont du monde antique, donc plutôt en général méditerranéen, donc c'est moins intéressant. Moi, j'aimerais, en gros, je crois que, non, mes frères, je peux te donner un exemple, juste, comme ça, on a un petit, des merveilles du monde moderne? Ouais. Alors, en gros, ils ont été sélectionnés entre 2000 et 2007 pour les Jeux Olympiques de Sydney en Australie, du coup. Et, on a, par exemple, en vrai, c'est des trucs très, pour le moment, je regarde là, c'est Sur la Tour Eiffel. je sais pas s'il y a la Tour Eiffel. Si il y a la Tour Eiffel, il faut le dire. Il y a pas la Tour Eiffel, mais c'est vraiment des trucs évidents. C'est des trucs naturels. Ah non, c'est pas un naturel. Non, c'est que des constructions humaines pour le moment. Ok, face. Genre, Par exemple, la première, je vous le dis, c'est la Grande Muraille de Chine. Ouais, ok. Voilà. Genre le Machu Picchu, par exemple. Machu Picchu, il y est. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal, il y est. Angèle, c'est ton moment. Tu les connais, non mais. Faire deviner si t'as pas le nom. Alors, c'est Franck Dubosc. C'est sorti, il y a des trucs que tu connais, c'est, Si, je suis sûr que je connais, mais il y a un truc, non, dans en Jordanie. où Zikab est parti, je pense. le Colorado, là. Alors, le Corcovado, non? Le Corcovado, ouais. Il y a le, Le grand, le Christ Rédempteur, la statue de, c'est vu à Rio. De Jesus. Alors, c'est situé au mont du, Non, mais les trucs aux States, là, qui sont rouges. Ah! Elle nous fait deviner. C'est le Grand Canyon. Le Grand Canyon. Oui, c'est bon. Genre, les trucs qui sont rouges. Le Grand Canyon, ouais. Alors, je vous l'ai dit, je crois, c'est que des trucs humains. Vous avez la première qui est la muraille du Chine. La deuxième, le Christ Rédempteur. La troisième, le Machu Picchu. Okay. La quatrième, Petra en Jordanie. Sur nos pas, tu dis pas encore. La cinquième, vous l'avez pas. C'est un truc en Europe, je peux vous le dire, qui est vraiment très connu. C'est pas Big Ben. Vas-y. Le Colisée? Le Colisée? Oui, ouais. le Colisée. C'est plus vieux que Taj Mahal, non? Non, le Colisée. Ah Oui. ouais Si, bien sûr. Bah ouais. Je voulais dire les trucs plus récents, c'était le 10. Ah ouais, parce que j'allais dire, plus récent, le Ils ont Colisée. tous en 2010, je crois. Le Taj Mahal, du coup. Et le dernier, alors c'est au Mexique. Vous connaissez la forme, mais je sais pas si vous avez le terme. Les pyramides. Là, les masques, là. Aztèques. Muertos. Le jour des morts? Ouais. Non. Mais c'est pas loin. C'est pyramides. c'est les pyramides Chichen Itza. Les chicken. Enfin, Chichen Itza. Pyramide de Kukulkan. Énorme shadow, t'as pas. ok. Au poulet. J'ai une question pour vous. À un endroit dans le passé, vous auriez aimé voyager. Comme toujours, je vais pas demander à Victor parce que... Bah, quand je sais ce que t'aurais dû choisir de toute façon. J'aurais choisi quoi? Trop de confiance, 5 mois. C'est la fin de l'émission. Oh wow. Si, moi j'aurais dit la France. Je pense la France avant la Première Guerre mondiale. Parce que, enfin, Paris avant la Première Guerre mondiale. Ouais. Parce que je trouve, en fait, ce qui est, marrant avec Paris, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites justement à cette époque, qui s'appelle la Belle Époque. Que ce soit les bâtiments haussmanniens, cette espèce d'esprit, cabaret, Montmartre, tous ces trucs, c'est cette époque-là. Oui. Et c'est un peu le passage enfin, c'est carrément le passage d'un siècle à un autre, mais c'est aussi un peu la fin du nerf, parce qu'ensuite, Première Guerre mondiale, et ensuite, on rentre vraiment dans le XXe siècle. Les années folles. Donc, moi, ouais, j'aurais beaucoup aimé avoir ça. C'est-à-dire que t'étais content de pas avoir l'Alsace et la Lorraine avec le temps? Le flot. Moi, ce serait plus s'il y a des événements. Tu Ouais. vois. Ok. Au Japon, peut-être. Même pas, tu vois. Plus des événements sportifs, que j'ai pas pu voir. On a juste entendu. Ça peut être la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde à 98. Ouais. Ça peut être la main de Maradona au Mexique. Ça peut être la Dream Team à Barcelone, le jeu de Barcelone. La raclée Allemagne-Brésil au Brésil, tu vois. Ouais.
des choses comme ça, tu vois, parce que je pense que c'est des moments, tu vois, alors, on vit beaucoup de choses avec le sport, et c'est des moments historiques. Et ça rassemble en plus. Exactement. Ces moments historiques, je pense que j'aurais bien voulu voir. Toi, Angèle, c'est comment un petit peu? Bah alors moi, beaucoup plus loin de vous, je pense que j'aurais bien aimé voir des trucs de genre préhistoire et tout. Ouais. Parce que j'ai écouté justement un podcast là-dessus qui parlait que genre avant la science, en gros, le patriarcat quoi, ça existait pas trop et que en fait on classait les gens et que la société fonctionnait en fonction de tes capacités. Et que rien à voir avec ton genre. Genre, par exemple, t'as beau, t'es une meuf, mais t'es musclée, t'es rapide, t'es endurante, et bah tu vas aller à la chasse. T'es un mec, t'es un peu petit, t'es un peu plus un esprit créatif, et bah tu vas aller peindre, tu vois. C'était beaucoup plus... genre la société, elle s'articulait plus sur ce que les gens, ils s'appelaient individuellement, plutôt que sur leur genre ou leur société et tout, parce que ça n'existait pas encore, tout ça. Et voilà, je pense que j'aurais bien aimé Grave ça. Trop bien. Incroyable. Toi, mon Didi? Moi, ça, j'ai souvent pensé à un truc, mon Flo. C'est l'année 1969. Ok. Mais j'aurais voulu la vivre. Non, mais, putain, il rigole, vous avez vu, il rigole. C'est une dinguerie, j'ai même pas justifié, tu te fous de ma gueule. Oh. C'est, la fois où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Et je trouve que, j'ai toujours été un peu obsédé par les gens qui vont dans la Lune parce qu'effectivement, d'un point de vue, qui vont sur la Lune, et notamment, en fait, imagine la première fois que l'homme va sur la Lune, je trouve il y a quelque chose de, on dépasse vraiment notre condition d'être humain sur la Terre et on essaie d'aller plus loin que qui on est, on essaie de vivre plus grand et tout. Et même si il y a beaucoup de considérations, effectivement, c'était pour la guerre froide, c'était un peu contre russes, on était plus fort qu'eux. C'était pas les considérations que j'aurais voulu pour ce genre de truc, mais je trouve ça très impressionnant de montrer que on peut faire plus grand que nous. Les amis, on est de retour sur l'émission Des Pierres et des Frérots, l'épisode 7 sur les voyages. Alors, on est parti directement sur la dernière barre de l'émission qui s'appelle la Belgian Coast IPA. Alors, Angèle, je t'avais demandé d'où tu venais. On est d'accord? Ouais. Tu m'as dit que tu venais d'Auvergne Ouais. et de Bizneuil. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris cette bière. De Belgique. Voilà, parce que en fait, j'ai déjà pris les bières quand tu l'as dit. Donc du coup, en fait, c'est ultra relou, c'est que la boutique de bière où je suis allé acheter celle-là, il y avait une des bières d'Auvergne. Et j'ai failli les prendre, mais j'ai en mode, je sais pas d'où est en tu vois. Donc du coup, la prochaine fois, j'en prendrai en hommage à toi, tu vois. Je prendrai des bières d'Auvergne, mais là, on est sur des bières belges, IPA, Saint-Felien, un peu douces pour finir la soirée. On est parti directement. Et dans ta boutique de bière, il n'y a pas des bières du Sud-Ouest. Alors, oui, voilà, c'est là où que là on y va. Flo, il y a que moi qui compte. C'est que, non, c'est Ouais, que, c'est ça. les seules bières qu'il y C'est a. le seul invité où t'as le droit à ta bière de ta région. Non, alors, non, parce que mon Flo, si tu as regardé le dernier épisode, quand il y avait Clara, notre amie commune avec Clara, il y avait une bière du Pays Basque. C'est la seule bière du Sud-Ouest qu'il y a, après Bordeaux, c'est Pays Basque. Il n'y a pas de bière du Béarn. Et Clara, il est sérieux, lui. Et du coup, la seule bière qu'il y avait, c'était du Pays Basque. Et Clara m'a dit, attention, tu vas te faire farcir par les Béarnais. C'est sûr que ça vient une bière de Finistère. Voilà. Donc, messieurs, dames, Sur ça. allez, les filles. Ce qui vous dit pas, c'est que vous êtes invité de dernière minute. Non, c'est pas vous, c'était un Belge. Avec du Finistère. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Elle est bien pour une IPA. Elle est un peu plus amère que la trice qu'on a vue, c'est très drôle. Elle est plus amère que la première IPA. C'est 5. Ok, c'est un 5. Ok, parce que, légère par contre. oui, ça fait du bien. C'est peut-être con comme question, mais pourquoi c'est écrit India Pale? Parce que, c'est tout con, mais IPA, ça veut dire Indian Pale Ale. Mais non. Ouais, la vie de ma mère. Et alors, si Angèle, Valérie, maman. Mademoiselle Valérie, j'ai mon couple et le même. Alors, Angèle, si tu demandes ce que ça veut dire Indian Pale Ale, je sais pas ce que ça veut dire. Pour le coup, faut être honnête. Je sais pas si les créoles, vous savez ce que ça veut dire. Alpal d'Inde. India Pale Ale trouve ses origines en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. À l'époque, les brasseries britanniques, 17e, 18e. À l'époque, les brasseries britanniques exportaient leurs bières vers les colonies en Inde. Pour résister aux longs voyages en mer, les brasseurs ont développé des bières plus houblonnées et plus alcoolisées. Oh, on a des bières de transatlantique. Des super bières de voyage. Non, des bières du Vendée Globe. Parfait. Mais c'est pas trop Ah putain, c'est relou, c'est bières de collant. Bon, je suis désolé, l'IP, on vient d'apprendre en direct live. On est les premiers sur l'info à vous le dire.
C'est que les IPA, c'est des bières des colons britanniques qui les envoyaient dans les colonies. Donc, c'est un peu des bières qui sont très bonnes. On boit le sang des Indiens, là, et c'est un peu relou. Ouais, Des Indiens passé, d'Amérique. quoi, Des c'est Indiens. Ouais, bon. On va enchaîner une vie de voyage en mouvement. J'ai envie de vous demander une vie de voyage en mouvement ou Ou un mouvement une vie idéale fixe. Victor. Angèle. Chanter. Mon Flo. Est-ce que tu préfères vivre tout le temps en mouvement ou alors être posé avec les petites habitudes, tranquille? Normal. Bah, Ouais. bien. Moi, je veux qu'il y Mais- ait aucun des deux. C'est-à-dire que, pour moi, la routine, c'est important dans une vie. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils essayent toujours de chasser la routine, sauf que avoir une petite routine dans sa vie, pour moi, c'est important. Et je pense que les gens l'oublient un peu trop souvent. Ça leur fait du bien, en fait. Ça permet de se rassurer. Par contre, il faut pas vivre uniquement dans sa routine. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir sa routine et après, justement, avoir du mouvement autour de sa routine, découvrir des choses, tenter des choses nouvelles. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, ça serait le juste milieu entre les deux. Encore une fois, c'est une vie de routine avec Rester sur une base fixe. Ouais. Et avec plein de mouvements autour, ouais. C'est-à-dire que quand tu construis une maison, tu vas pas commencer par la piscine. Pourquoi pas? Attends, La maison, après, c'est l'hôtel à la piscine. Tu vas loger où? On va mettre une piscine. On va mettre une petite pause. On va mettre une petite pause dans le podcast. Je trouve ça intéressant. Ok, la pause est longue. La pause est défibrillateur. La pause est finie. Mon Victor, Moi, toi, t'es comment? Tu préfères rester toujours en mouvement ou toujours fixe? normal, tu connais. Tu connais. Toi, t'es toujours des blocs, en vrai. En vrai. Toi, t'es toujours posé, là. Tu connais en vrai, hein. Angèle, tu préfères une voyage constante, genre tu pars souvent en voyage, ou alors tu préfères rester fixe et parfois partir en voyage? Bah, moi, j'ai un peu comme Flo, genre, les deux. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que les deux se nourrissent de l'un et de l'autre. Pour kiffer le voyage, faut avoir de la stabilité. Ouais. Kiffer ta stabilité, faut avoir la liberté de l'inconnu, tu vois. Ouais, je comprends. Et après, j'ai conscience que c'est pas facile dans tous les métiers, que c'est pas facile dans tous les milieux, et que c'est grave un privilège de zinzin de pouvoir vivre les deux dans le quotidien, on va dire. Mais Mais il y a des gens qui sont vraiment en mode, ils ne veulent pas se poser, ils sont constamment en voyage. Mais en fait, mais même pour tout ce qu'on a dit autour du voyage, même si je suis d'accord que voilà, il y a aussi, il y a le respect en fait envers le lieu que tu visites, envers la culture que tu visites, etc. Mais en fait, c'est ultra dépendant de qui tu es, comment t'es, etc. Moi, je sais que il y a des voyages que j'ai envie de faire. Je pourrais pas prendre mes parents parce c'est pas qu'ils souffriraient, c'est un grand mot, mais ils apprécieraient pas parce que c'est pas leur façon de voyager. Je comprends. Moi, ça, je suis assez d'accord là-dessus. Et après, quand tu parles aussi des gens qui sont tout le temps en mouvement et tout, est-ce qu'ils sont toute leur vie en voyage? Qui fuit ça, t'as tout chouette. J'ai failli poser la question de, est-ce que les gens qui voyagent beaucoup, et c'est pas de fuir un truc, mais j'avais l'impression que cette question faisait un peu un truc de rageux parce que moi j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, que ça faisait un peu un truc de, est-ce que j'ai pas juste le seum que des gens voyaient plus que moi? Ok. Angèle, toi, on avait beaucoup parlé du fait que t'avais voyagé dans les endroits hyper touristiques, en plus de la Thaïlande, etc. T'avais une vision un peu en contre-courant avec les gens qui voyageaient là-bas. Qu'est-ce que tu penses des gens qui voyagent beaucoup, notamment dans ces régions-là? bah, après, c'est mon expérience perso et c'est moi les gens que j'ai rencontrés, mais justement, j'ai trouvé ça assez ouf parce que on se fait grave un imaginaire des gens qui voyagent, des gens qui sont hyper libres, hyper heureux dans leur tête et qui font ce qu'ils veulent et tout machin. Et en fait, quand j'ai parlé avec ces gens-là, je me suis rendu compte que c'est des gens qui, on va dire, dans leur pays d'origine, dans le sens des pays dans lesquels ils ont grandi, où ils ont leur entourage ou quoi. La plupart des gens, c'est des gens qui sont pas soutenus, ni par leur famille, ni par leurs amis, ni professionnellement, en fait, et qui sont un peu perdus et qui se sentent pas soutenus. Et du coup, qui décident de partir à l'autre bout du monde parce que, on va pas se mytho, de manière sociale, c'est très facile quand t'es loin, en fait, que t'aies 25, 35 ou 40 ans. C'est hyper facile de rencontrer des gens, c'est hyper facile de parler avec des gens. Je trouve que t'es à l'autre bout Du monde, c'est hyper facile de créer du contact avec des gens, ce qui est beaucoup moins que t'arrives à, tu vois, dans ton pays d'origine, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup de gens, en fait, je trouve, qui fuient une sorte de réalité, en fait, qui juste, sont un peu perdus, savent pas trop ce qu'ils valent pour eux-mêmes, ni pour les gens, ni pour pas grand-chose. Mais moi, c'est la raison principale pour laquelle je vais pas voyager hyper longtemps. C'est parce que je me suis rendu compte que ma vie, en tout cas là maintenant, à l'âge que j'ai à l'instant T, je me suis dit, mais en vrai, ma vie là, elle est
au milieu de mes amis, au milieu de ma famille. Qu'est-ce que je fous toute seule à l'autre bout du monde à essayer de... Enfin, j'ai vu plein de choses et enfin, c'était génial, tu vois, mais j'étais en mode l'essence même de ma vie, en vrai, elle est autour des gens que j'aime, tu vois. Ça fait un peu, comment on appelle, pas superficiel, mais en tout cas, ça passe très vite, quoi. Ouais, j'ai eu la FOMO la FOMO, en vrai, j'étais Ah, comme, là, je suis en train de louper les amis et ma famille et non, et je veux pas y voyager, j'aurai toute ma vie pour voyager, alors guillemets, c'est mon âge, j'aurais pas tout. Et du coup, c'est intéressant que tu dis, parce que tout à l'heure, Victor, tu parlais en gros, on parlait tout à l'heure, vous avez posé la question est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez vraiment pas en décalage, mais en tout cas coupé de votre vie française, parisienne, etc. Et toi, Victor, t'as dit un truc intéressant sur le Brésil. T'as dit, oui, effectivement, ça m'est arrivé pendant une semaine ou deux, là, quand c'est parti au Brésil. Mais au bout d'un moment, tout te revient un peu dans la gueule. Et j'ai un peu l'impression que, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression de passer la fin de tes études post-master ou la fameuse post-licence. Voilà, la fameuse année un peu où tu hésites entre plein de propositions. Il y en a pas qui partent à l'étranger. Ok, c'est un fait. Et j'ai un peu l'impression que c'est souvent un truc pour répondre à une sorte d'absence d'idées. Je suis pas à 100% d'accord. Ah, tu vois, vas-y mon Flo. C'est-à-dire que pour moi, on parle vraiment de la fin des études, donc la gap year, la liste sabbatique. Pour moi, ça répond plus à une crainte de la société. C'est-à-dire que je pense que notre génération voit l'univers du travail différemment que la génération de nos parents. Mais moi, je pense que beaucoup de personnes, en tout cas au niveau de leurs études, ils font ça parce qu'ils ont une peur de ok, très bien, je vais avoir un CDI, et ok, trop cool. Mais comment je vais pouvoir explorer le monde derrière après? Parce que tu peux pas. Parce que dans 80% des boîtes, tu dois poser 2 semaines ou 3 semaines en été. Ok, il te reste plus que 2 ou 3 semaines. Après, Noël, t'as envie de le passer en famille. Bon, il te reste 2 semaines. Moi, ils ont même plus le temps de voir. J'ai là des potes qui, ils se plaignent pas, ils sont très heureux. Eux, ce qu'ils font, c'est ils ont terminé leur 3e année d'études. Et depuis la 3e année d'études, c'est très simple. Ce qu'ils font, ils sont passés en Australie. Ils bossent 6 mois de l'année en Australie. Et pendant 6 mois, ils voyagent. Ouais, mais il y en a plein qui font ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pourrais pas faire ça. Mais eux, ils sont très heureux comme ça. Peut-être dans 2 ans, ils seront plus heureux. Mais actuellement, ça fait 5-6 ans qu'ils sont comme ça. Ils sont très heureux. Et c'est aussi une autre manière de voir le voyage et l'expatriation. Est-ce que du coup, le fait que tes darons, là, ils ont l'élevage de poulets... Ah, mais c'est une vraie question. Je me la posais la dernière fois, je faisais... Oui. Tu fais en sorte depuis qu'on ne que du poulet label rouge et tout. Le poulet label, déjà, c'est, en gros, il faut qu'il soit plein air. Le label rouge, tu peux l'avoir. Parle des œufs aussi. Ouais, non, mon père n'est pas éleveur de poules pondeuses, il est éleveur de poulets, donc j'ai pas d'œufs. Mais en gros, moi, je préfère privilégier le poulet plein air. Je voulais dire un truc aussi par rapport à ce que j'avais pensé plus tôt dans l'émission et ça me fait penser ce que dit Flo. C'est qu'en fait, quand tu as, alors quoi, je te rejoins, Angela. Au final, c'est une histoire de choix et c'est sûr. Mais en tout cas, quand t'es dans la logique de t'es un CDI, tu pars en vacances et tout. En fait, quand t'es en vacances, quand tu voyages, quand tu voyages parce que t'as posé tes vacances, il y a aussi un truc que c'est un peu le seul moment où tu peux t'affranchir du temps. Oui, où tu peux te détendre, où tu peux, pas être curieux, aller vers les gens, alors qu'au final, en fait, et moi, c'est ce que je me suis dit quand j'étais au Brésil et que je suis revenu en France, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire la même chose à Paris, dans le sens d'aller dans la rue, de rencontrer des gens. C'est vrai que t'as ces gaspillages, je ne sais pas. Mais alors, tu sais que le truc de ouf, parce que tout à l'heure, on disait, ouais, qu'est-ce que t'as le plus appris sur toi pendant ton voyage et tout. Et en vrai, je crois que le vrai truc que j'ai le plus appris et que je réapplique dans mon quotidien à Paris, c'est marcher sans but. Genre, je sors. En fait, j'ai appris ça un peu quand je voyageais parce que je savais pas trop quoi faire et tout. J'étais même facile, je marche. Ouais. Et je vois ce qui se passe. Et souvent, je tombais sur un truc et ben, Et C'est bien ça. là, je refais pareil à Paris. Je vous jure qu'à chaque fois, il m'arrive des trucs. Je me mets toujours à parler à quelqu'un ou je tombe sur quelque chose où il y a quelqu'un qui va me dire, ah, va voir ci, va voir ça. Et j'ai l'impression que c'est un truc un peu universel qui marche partout. Et qu'on fait pas forcément. Non, parce qu'en fait, il faut juste prendre le temps et être ouvert et que quand t'habites, tu dis oui, bah, c'est bon, je connais, t'as l'impression de tout connaître, de tout connaître et de te dire, vas-y, en fait, je sors, c'est pour aller faire ça. Et si j'ai pas quelque chose à faire, ben, en fait, je vais pas sortir. Et alors qu'en fait, peu importe où tu fais ça, il t'arrivera toujours quelque chose. On va passer sur les recommandations des frérots et des sœurs. Vous allez me recommander une bière, un bar et un lieu de voyage, mais en France métropolitaine. Parce que
c'est plus facile de voyager en France métropolitaine. Donc, voilà, on reste sur la France métropolitaine. On salue les Drom-Tom. Oui, est-ce que j'ai déjà vu des auditeurs entiers? On salue les Drom-Tom. Et c'est plus compliqué de partir chez vous. Désolé pour vous. Non, mais Mais quand t'habites là-bas? Bah oui, mais nous, on est mal placés pour des conseils de là-bas. oui, ouais. Et oui. Merci, Angèle. Je vous recommande un bar que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, qui s'appelle le Red Lion. Excellent. Le Red Lion, c'est un bar à Marseille bébé, qui est face à la mer, que j'ai découvert, voilà, en me promenant à Marseille. Et c'est un bar que j'ai adoré parce que déjà, c'est pas très cher. Il y a une énorme terrasse qui donne vue. Enfin, franchement, je suis désolé. La meilleure façon de boire une bonne bière fraîche après une longue journée de travail, c'est face à la mer. Désolé, hein, faut le dire. Donc, on a bu des bonnes bières avec le cousin face à la mer. C'était exceptionnel. C'est un bar aussi. C'est vrai qu'on propose rarement ça, enfin, moins ça à Paris. Mais quand tu vas commander ta bière au bar, ils te demandent à prendre ou enfin, sur place, vous emporter. En mode bar, sur la mer. Frérot, mais c'est une bière. Donne-la-moi en pinte, tu vois. Et après, avec le recul, je regardais, en ce moment, t'as le bar, la rue, et ensuite, la plage. Et en fait, du côté de la plage, t'as plein de gens avec des éco-cups en plastique qui la jettent. En plus, c'est très bien foutu, qui la jettent. Et je suis en mode, bah oui, c'est logique, tu vois. Donc, le Red Lion à Marseille, on vous salue. Merci pour votre accueil. Et un lieu de voyage en France métropolitaine, je vais vous recommander tout bonnement l'île verte. Alors, l'île verte, c'est une île mystérieuse. C'est une île au milieu de la mer, qui n'est accessible que par bateau. Et c'est une île à côté de La Ciotat. Dans le sud-est de la France. C'est Marseille. Oh, là, c'est un peu une recommandation sud, parce que, alors, j'ai fait une recommandation du sud-ouest, mais le dernier des BDF avec Clara, c'était vraiment que accès sud-ouest, mais recommandé. Donc là, je suis en mode sud-est. L'autre sud. Sacha, là, il est derrière la caméra, il est radieux, il a un sourire, mais tellement, hein. Il y a une île qui arrive, oh putain. Il y a une île du coup à l'île là. Il y a une île accessible que par bateau depuis le port de La Ciotat. Vous y allez, vous allez dans les calanques avec votre blonde, vous vous régalez, un sourire dans la gueule, votre blond. Ou votre blond, ou votre blond, ou votre BFF, vos amis, c'est vrai, ou tous ceux qui le veulent, comme dirait Grégoire, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, ou même, vous savez quoi, allez-y tout seul. Régalez-vous. Voilà. Kiffez votre compagnie, et régalez-vous, putain. Oh! Moi, je vais commencer par la ville à visiter. J'ai parlé à toutes les personnes qui vivent à Paris, tout simplement. Paris, c'est pas toujours facile, surtout quand on vient pas de Paris. Mais on a la chance d'avoir plein d'endroits très sympathiques à quelques heures de train ou autre. Et moi, je sais qu'il y a une ville que j'ai beaucoup appréciée durant un week-end, c'est Caen. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, bon, on va aller à Caen juste pour aller à Caen, tu vois. Ah ouais. Et j'ai juste très kiffé. Les gens sont adorables au possible. J'avais l'impression de me retrouver dans le sud-ouest, où je parlais à tout le monde. Okay. J'allais dans la charcuterie, enfin au boucher, tout le monde me parlait alors que je suis pas d'ici. Dans les bars, les serveurs, ils connaissent le temps de parler et tout. Je l'ai dit trop cool. Alors, je l'ai vu avec le soleil aussi. Hein. Ouais, relaise. Donc, c'était très cool. On m'a fait le kebab Bressa, le space du pot, etc. Mais c'était vraiment un très bon week-end et c'est un des meilleurs week-ends que j'ai pu faire à 1 heure de Paris, en tout cas. Donc, vraiment, quand je recommande. Et après, alors, si on veut parler de bar, moi, je parlerai d'un bar à fléchettes, le Patrick's à Paris, qui propose une dizaine de cibles avec donc la Discolia qui permet de compter les points automatiquement et gratuitement. Bah, comment un Deliveroo. non, plus, pas Flo. Bon, juste, pas grand chose, ouais, non. Mais non, pas grand chose, mon Flo. Allez, check. Toi, Angèle, t'es comment un peu par rapport à ça? Est-ce que t'as une reco bière bar, déjà? Alors, moi, ma reco, c'est juste aller dans les PMU et les petits bars de quartier qui payent pas de mine, Ouais. mais qui font vivre les quartiers, les petits, pas les trucs hype, justement, les trucs où vas-y, tout le monde a un verre dépareillé, ou oui, s'il y a un peu de monde, t'es très à côté de ton voisin, mais tu te mets à parler à ton voisin et en fait, c'est trop cool. Très intéressant parce qu'Angèle, on a eu une invitée qui était plus dans la gentrification de ça. Toi, t'es pas du tout dans ça. Non. T'as envie de faire vivre les commerces. Ouais. Très intéressant. Ok. Ouais, parce que justement, je trouve qu'on peut un peu avoir ce premier abord de ah non, on va pas se poser au PMU, genre là on achète nos clopes et tout, c'est un peu ouais. C'est un peu les alcoolos, tu vois, genre vas-y, on va se mettre là. Oh, bah, après on va Et en fait, je trouve que
c'est les endroits les plus simples, les plus chill, les plus conviviaux et voilà. Et Angèle, est-ce que tu as une recommandation, une destination en France métropolitaine? Bah ouais, de là où je viens, En plus, il y a pas à Bizneuil. à part me avec Calicto. Alors Angèle, je suis désolé de pas avoir donné une bière de ta région, mais fais-nous la régaler ta région. Non, mais l'Auvergne, en vrai, l'Auvergne, c'est super parce que il y a le Massif Central et c'est des petites montagnes, genre la chaîne des Puys et tout. Franchement, c'est hyper cool. Tu peux faire des bêtes de rando sans avoir parce que, autre sujet aussi, mais je trouve que sur les réseaux et tout, il y a une hype avec des grands efforts sportifs. Ouais, que ça soit les courses ou les randonnées. Ouais, les ou courses, des runs, des machins. et t'entraînes pas, tu vas y arriver. Exactement. Et les gens, après, ils galèrent et tout. Et je trouve que le Massif Central, c'est hyper chouette pour ça parce que tu peux faire des bêtes de rando, avoir des bêtes de paysage sans avoir un niveau sportif de ouf et que ça te demande une préparation de zinzin. Enfin, ça dépend ce que tu fais, bien sûr. C'est de la petite montagne, tu vois. Du coup, c'est plus accessible. Et c'est pas trop hype, du coup, c'est pas trop cher. Toi, tu fais pas mal de randonnées, ma Angèle? Bah, bien sûr. Tu te régales avec ça? J'adore la randonnée. Ah ouais? Putain, tu dois avoir des mollets de salopard, hein. Ouais, un peu. Putain, moi, je galère avec ça, hein. Vraiment, je suis trop chiant, mal aux pieds, là. Hein. Pour un Berre, t'as des randos dans le Berre. Pour moi, je marche de Saubagnon, ma maison, jusqu'à ma voiture, en général, hein, ça va. Sportif. Ah, c'est fait, ouais, Sportif, ouais. Sympa, t'as une vie fixe, sympa. Il a un panache chez lui, là, avec les skates. les moments. J'ai eu, bon, bref. Toi, les Tristan, alors, Tristan, tu vas redresser. Est-ce que t'as une reco d'une bière ou un bar? Bien sûr. Un bar. Bah écoute, j'ai recommandé plusieurs fois la Bellevilloise. Oh là, pas encore histoire. Je peux finir ma phrase? Il va changer. Une dinguerie, ça. Bah oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Je vais changer, même si le bar est proche. C'est un bar qui s'appelle... Alors non, d'ailleurs, je vais complètement changer, parce que comme ça te coupe l'herbe sur le pied. J'ai regardé, Un bar où je suis retourné, où j'étais pas allé depuis très longtemps, qui est pas loin du canal Saint-Martin, qui s'appelle WAB, W-A-B, We Are Brewers, et en fait, ils brassent leur propre bière. Et le bar est très sympa, le bar est très grand, tout en longueur à l'intérieur, et même une terrasse en extérieur. Je pense qu'il y a des concerts une partie de l'année, et ouais, ils font leur propre bière, donc c'est sympa de boire quelque chose qui est produit localement. Et par ailleurs, l'endroit est sympa parce que t'es pas loin du canal, mais en même temps t'es pas dans le bruit ni le monde du canal, et t'as pas les prix du canal. Et ensuite, pour l'endroit en France, ouais, une destination en France, dans le et je pense que ça va être quelque chose comme Crozon dans le Finistère. Ok. Parce que avec des guillemets, ça se mérite dans le sens où c'est déjà très loin et très excentré, parce que c'est pas comme si c'était connecté à d'autres régions. C'est pas une presqu'île? Ouais, si, presqu'île de Crozon. C'est très loin, le temps est très aléatoire, donc tu peux très bien arriver à une météo pourrave, mais c'est des paysages qui sont magnifiques. Moi, j'ai toujours habité à côté de la mer quand j'étais jeune, mais là-bas, c'est beaucoup plus, enfin, je trouve ça beaucoup plus impressionnant. C'est des grandes falaises qui sont taillées par la mer. C'est un paysage un peu désolé et très nature. C'est super beau, tu peux surfer, la mer est magnifique, elle est transparente, mais elle est très froide. Puis c'est vraiment dans le cœur de la Bretagne, donc les villages sont très typiques, les gens sont très sympas. Pas de m'aider plus, quoi. Les amis, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est la fin des bières des frots. Merci de être venus tous les trois. Il n'y en aura plus jamais. C'est fini, on finit avec tout ça. Vous savez quoi? Je vais remercier avant tout la prod. Merci Lola, la réal de l'épisode. Parce que je l'ai pas assez dit ce soir. Lola ne fait pas que la DA de cet épisode, c'est aussi la réal. Elle a dirigé ça d'une main de maître. Elle me faisait des recommandations sur le doc, très précises. Merci beaucoup. Lisa, t'as beaucoup fait la gueule ce soir. Mais T'avais mérité d'être là. Tu veux pas qu'on la refasse? Ouais, sans ironie, on se détend, rappelle-toi qu'on vit ensemble. Et que Lisa, je pense que Lisa n'a pas bu, donc. Lisa, t'as le mérite de porter mon enfant. On l'annonce ce soir dans des bières des frérots. On va devenir papa. Adrien Junior arrive la prochaine saison. L'ego du mec. On est pas Ça s'appellera des bières à des frérots, épisode 5 voyage. elle porte mon enfant. C'est bon. Merci à Sacha, Pauline. chef opérateur de l'épisode. Sacha, tu as su t'habituer au nouveau décor des bières des frérots. Bravo pour ta réactivité.
Merci à Noé pour l'intro, le taf sur les animations, le podcast, le logo. Merci à Val, Ludovic Place, l'ISFJ Paris pour l'accueil. Merci à Flo, Angèle, Victor. J'étais Adrien Topin, c'était Des bières et des faux, épisode 7, les voyages.